Bonjour et bienvenue sur Total Régal, le podcast où on raconte un jeu sans se la raconter. Moi, c'est Oxido et je suis comme d'habitude avec l'ami Bigot. Est-ce que ça va, Bigot ? Bah écoute, ça va super. Et toi, Oxido, la forme ? Ça va très très bien, la forme, je suis totalement prêt pour ce podcast. Et alors, est-ce que tu peux nous rappeler le concept de ce podcast, justement ? Oui, bien sûr. Le concept de l'émission, il est très simple. Dans chaque épisode, l'un de nous deux raconte en totalité un jeu à l'autre, un jeu que l'autre n'a pas fait. Et aujourd'hui, c'est moi qui régale. Ah, et j'ai très très hâte de découvrir cette régalade, justement. Alors, on rappelle que le podcast est disponible sur toutes les plateformes habituelles, ainsi que sur YouTube. N'hésitez pas à nous donner de la force, d'ailleurs, hein, si le cœur vous en dit, un gentil commentaire, nous répondrons à tout. Et voilà, mettez-vous à la place soit de celui qui raconte, soit de celui qui découvre le jeu. Il y aura des petits interludes faits maison également. Et donc, Bigot, je te pose la question rituelle. Avec quel jeu vas-tu nous régaler aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter Alysia Dragoon. C'est un jeu qui est sorti en 1992 sur Mega Drive, qui a été développé par Game Arts et édité par Sega. Alors évidemment, avant de me lancer dans le racontage, je me dois de te retourner une autre question traditionnelle de début d'émission. Évidemment, c'est que sais-tu du jeu ? Et puis aussi, quelle idée tu t'en fais a priori ? Écoute mon cher Bigot, que sais-je du jeu ? Vraiment pas grand-chose, en fait rien. J'ai l'impression d'avoir déjà quand même entendu ce nom, j'ai l'impression d'avoir peut-être vu à un moment le logo du jeu quelque part sur un site vague de rétro gaming d'une manière ou d'une autre, mais moi je fais partie de ces gens qui n'ont pas eu la Mega Drive de toute façon à l'époque. Moi j'étais plutôt du côté de la Super Nintendo. C'est un jeu que je n'aurais jamais pu découvrir de toute façon à l'époque. Et alors, si je dois essayer de décrire ce que ça m'évoque, je sais pas. C'est le terme de Dragoon, ça me fait penser évidemment à quelque chose d'un petit peu heroic fantasy. Ça m'amène peut-être vers quelque chose qui serait de l'ordre de la plateforme ou de l'action-aventure. J'imagine quelque chose un peu en 2D avec un héros, peut-être une héroïne, Alysia. Peut-être est-ce une héroïne, le nom de l'héroïne, je ne sais pas. Une héroïne en armure qui irait terrasser des dragons. En tout cas, c'est ce qui me vient en tête. Et donc, je ne sais pas si je suis évidemment proche ou loin de la vérité. Très intéressant. Il y a déjà pas mal d'éléments assez pertinents dans ce que tu as dit par rapport à ce que tu vas découvrir du jeu, je pense. Et oui, il y a quelque chose d'assez intriguant dans le titre du jeu, c'est déjà ce terme en fait Dragoon. Parce que je sais pas si tu sais, mais Dragoon, c'est pas forcément la traduction littérale n'est pas forcément dragon en anglais. Dragoon, ça fait plutôt référence aux chevaliers dragons. Est-ce que ça te parle, les chevaliers dragons ? D'accord, oui, ok, très bien. Oui, ça me parle beaucoup étant un fan de Final Fantasy. Je vois très bien les Chevaliers Dragons. Je sais que c'était d'ailleurs très à la mode, notamment dans les années 90. Il y a eu pas mal de jeux avec Dragoon, effectivement, les Chevaliers Dragons. Je pense à Final Fantasy 4, mais il y avait aussi quel était le nom de ce jeu aussi Tactical Dragoon, quelque chose comme ça. Non, il y avait un Tactical RPG avec des dragons là. Bon, je sais plus comme ça me vient plus à l'esprit. Mais en tout cas, d'accord, je vois très bien. Ah, alors, est-ce que ce serait un chevalier dragon, une chevalière dragonne ? Oh, trop bien. Et oui, tu vas me dire peut-être que je pinaille, que c'est juste d'ailleurs une erreur peut-être de traduction, de localisation. Mais oui, vraiment, donc on a Dragoon et Dragon. Et si on parle de Dragoon, ça a un ancrage dans la réalité, c'est des officiers de cavalerie qui étaient armés d'un dragon, qui est le nom de l'arme à feu qu'ils portaient. Puis Dragon, évidemment, c'est la créature légendaire qui ressemble à un lézard ailé et cracheur de feu. J'aime bien pointer dès le départ cette confusion, ou plutôt même ce double sens, Dragon, parce que je trouve que c'est complètement raccord avec le jeu. Parce qu'en fait, Alysia, tu l'as dit, tu t'en doutais, c'est la protagoniste principale du jeu, évidemment. Elle fait en fait la synthèse des deux, Dragoon et Dragon. Puisque elle est à la fois une combattante d'exception et puis elle vit en compagnie de dragons. Oh, super. Alors, juste à partir de ces premières infos justement sur Alysia, à savoir qu'elle combat aux côtés de dragons, quelle image tu te fais d'elle en tant qu'héroïne du jeu ?
Ah, c'est pas facile parce que j'ai quand même l'image des chevaliers dragons un peu classiques. Et les chevaliers dragons, moi, l'image que je m'en fais, ce sont des personnages en armure, mais des armures souvent assez fines, des personnages plutôt sveltes et élancés, avec des armures un peu gothiques, enfin, qui ressemblent finalement, dont le casque, par exemple, pourrait rappeler la tête du dragon, dont l'armure elle-même pourrait faire penser au corps du dragon. J'ai l'image aussi de chevaliers qui se battent avec des lances, peuvent s'élancer haut dans les airs, jeter leurs lances depuis le ciel, se fondre sur les ennemis comme fondraient des dragons. Donc peut-être que c'est ça, mais après tu me dis qu'elle vit aussi avec des dragons, donc peut-être qu'elle va adopter, peut-être qu'elle va utiliser des techniques de feu, je ne sais pas, de griffes, de quelque chose comme ça. Ça m'intrigue. Alors, je vais t'aider à discerner avec quelque chose qui est assez marrant, c'est la description des jaquettes de jeu, parce que justement, entre la version japonaise et puis le reste du monde, on va dire, donc les versions américaines et autres, la représentation d'Alizia sur les pochettes est complètement différente. Donc je vais te décrire les deux, et je te demanderai après un petit peu de statuer sur laquelle tu penses de ces deux représentations est la plus en lien avec celle du jeu. Donc je commence d'abord avec la version occidentale. Donc dans cette version, Alizia, elle est représentée sous les traits d'une guerrière barbare, dans la même veine que Xena la guerrière. Je sais pas si tu vois. Ouais, je vois, ok. Elle a les yeux noirs, une longue chevelure rousse, et elle porte une armure bikini en or massif. Donc une armure qui protège pas grand-chose, hein. Okay. Permet surtout de voir toute sa musculature de bodybuildeuse. Elle porte des bijoux en or, notamment un mangtika sur le front, tu sais, c'est ce bijou indien. Oui, je vois. Et au pied, elle a des bottes en fourrure et en peau de bête toutes noires. Et sur la pochette, donc, elle est mise en scène debout sur un rocher, avec l'index et le majeur levés vers le ciel, et de ses deux doigts jaillit un éclair foudroyant. Derrière elle, il y a un dragon aux écailles vert sombre qui crache du feu dans la même direction que celle là où elle a envoyé son éclair, et donc on comprend que la guerrière et le dragon sont alliés, et ils font face à une armée d'orques. Donc là, sur cette pochette, on est en plein héroïque, médiéval, même dark fantasy. Quand tu vois cette pochette, t'as l'impression que tu as un jeu Golden Axe. Donc voilà pour la version occidentale. Tu as l'image, ça va ? Ouais, je vois. Ça me fait beaucoup penser, tel que tu le décris. Première chose qui me vient à l'esprit, c'est un mix entre les livres dont vous êtes le héros. Il y avait ce genre d'illustration qui pouvait apparaître sur la couverture. Totalement. Et puis peut-être effectivement de la dark fantasy, mais quelque chose d'assez, d'un mélange un peu à la Warcraft 2, des choses qui pouvaient être dans les livrets de Warcraft 2. Là, ça me rappelle ça un petit peu. Totalement. C'était vraiment dans cet esprit-là. Et donc maintenant, je passe à la pochette japonaise. Ok. Alizia, elle est représentée comme une jeune magicienne dans un pur style animé. Donc là, elle a les yeux bleu clair. Comme sur la version US, elle a une longue chevelure rousse, mais là, ses cheveux sont beaucoup plus longs. Ils sont attachés par un bandana rose et rouge. Au front, comme sur la version US, elle a un mangtika aussi, mais cette fois-ci en argent. Elle porte une armure d'épaule en argent aussi, et une sorte de crop top assez ample à manches courtes de couleur blanche qui est reliée à la ceinture de sa jupe. Sa jupe qui est une jupe de danseuse orientale, une jupe à la teinte jaune-orangé, doublement fendue, tellement fendue que ses jambes sont presque intégralement nues. Au pied, elle porte des sandales à lanières qui enserrent des bandages de protection blancs autour de ses jambes. Et aux avant-bras, ce sont des bracelets qui sont enroulés aussi autour de bandages blancs. Au début de la description, je te l'ai décrite comme une jeune magicienne. Jeune parce qu'on lui donnerait entre 15 et 20 ans tout au plus. Elle est bien plus jeune donc que la Alizia de la pochette nord-américaine. Et magicienne, ou mage, parce que sur le dessin, Alizia elle est orientée face à la caméra, face à la personne qui regarde l'illustration, et elle fait des mouvements circulaires avec ses bras, et il y a des sphères d'électricité qui semblent suivre les mouvements de ses bras, donc on devine qu'elle est en train de lancer un sort de foudre. Et ce n'est pas tout. Elle est entourée, non pas de 1, mais de 4 compagnons, et pas forcément des dragons, j'y reviendrai plus tard. Et en arrière-plan, on a au-dessus de sa tête un cocon démoniaque qui se fissure par le milieu, avec 2 yeux luisants qui percent l'obscurité. Et toujours en arrière-plan, mais cette fois-ci sous les pieds d'Alizia, il y a un médaillon avec le visage d'un être mystérieux, avec une coiffe intrigante et une expression austère, pour pas dire hostile. Et donc tout porte à croire là que ces deux lascars-là, ce sont les 2 antagonistes de l'histoire.
tu vois qu'à travers les illustrations de ces deux jaquettes, on a deux façons très différentes de représenter l'héroïne du jeu, même l'atmosphère du jeu. Oui, tout à fait. Si je résume en version occidentale, c'est plutôt l'archétype de la guerrière barbare, tandis qu'en version japonaise... Mais magicienne quand même. Elle lance des éclairs. Il y a un côté... ouais. Voilà, et sur la version japonaise, c'est plutôt l'archétype de la Magical Girl, mais qui est quand même entourée de dragons. Tel que tu me l'as décrit dans la version japonaise, j'ai l'impression qu'il y a aussi une petite inspiration mythologie grecque, un petit peu. Ça me fait penser à des, tu sais, aux soldats un peu spartiates, avec les sandales et tout ça, là. Il y a une espèce d'hybridation même entre, alors c'est pas des magiciennes, mais c'est des vestales dans sa fragilité, mais aussi effectivement il y a quand même ce côté guerrier qui ressort. Donc là comme ça, pourquoi tu pencherais donc la Alysia plutôt version comics ou la version plutôt animée si je caricature vraiment, hein? Écoute, moi, ce qui m'intrigue davantage, je pense que c'est quand même la version animée, la version japonaise, surtout que au-delà de sa représentation, qui, bon, certes, a quelque chose d'archétypal, hein, bien sûr, mais qui m'intrigue un peu plus déjà que la représentation de Xena la guerrière, qui a été produite pour parler davantage à un public occidental. Enfin, en tout cas, c'est le kiff que je ferais. Et puis surtout, ce qui m'intrigue, ce sont ces figures qui sont derrière, parce que là tu me disais que sur la version occidentale il y a un seul dragon, bon, qui crache du feu, très bien, voilà. Mais là tu me disais il y a 4 figures qui peut-être représentent peut-être 4 évolutions ou 4 familiers qu'on va obtenir pendant le jeu. Enfin en tout cas c'est ce que je me dis immédiatement. Tu as bien piffé, c'est bien la représentation japonaise qui est la plus fidèle au jeu. Petit préambule extra-diégétique avec cette analyse de pochette. Je te propose maintenant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, dans le vif du jeu même. Est-ce que t'es prêt ? Super. Je suis prêt, totalement. Je suis totalement prêt. Donc c'est parti. On insère la cartouche dans la Mega Drive. On bascule l'interrupteur qui est situé sur le capot de la console sur on. Et ça y est, le jeu se lance. Écran noir, puis évidemment le célèbre logo Sega apparaît. Alors petite déception, parce que y a pas la voix digitale, tu sais. J'allais te demander, il n'y a pas le Sega. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bon, c'est comme ça, écoute. Le logo Sega disparaît avec un fondu enchaîné sur une frise gravée sur une façade en pierre. Et cette frise, elle va défiler sur l'écran de droite à gauche. Ok. Et les gravures, pour te faire une idée, on dirait des gravures Toltec ou Aztèque. Je sais pas si ça peut t'évoquer quelque chose. Oui, ok, d'accord, je vois à quoi ça peut ressembler, d'accord. En guise de générique d'introduction, on va avoir toute une histoire légendaire qui va se dérouler devant nos yeux. Le tout accompagné d'une musique un peu baroque avec un son de clavecin qui domine. Déjà, il y a un mix un peu étrange là entre les gravures méso-américaines là et le clavecin, c'est ok. Cette notion de mélange, elle va vraiment constamment animer le récit. Et donc, en tant que joueur, on est spectateur de cette cinématique d'intro. Et vraiment, avec ce dispositif, c'est assez sympa parce qu'on est vraiment mis dans la peau d'un archéologue. Puisqu'on va tenter d'interpréter les scènes qui sont représentées sur la frise, mais sans texte. On a juste cette frise qui défile, qui représente quelques scénettes. Et donc, il y a plusieurs panneaux. Le premier, on voit quelque chose qui ressemble à un énorme vaisseau extraterrestre, avec des êtres monstrueux qui débarquent de ce vaisseau, et des humains qui ont des épées et qui se dressent devant ces monstres pour s'opposer à une invasion, on va dire. L'un des humains, qu'on suppose être leur chef parce qu'il est représenté avec une taille gigantesque et avec une épée tout aussi gigantesque, ce chef guerrier, il s'élance dans le ciel et il pourfend les ennemis avec son glaive. Et il n'y a absolument aucun commentaire en voix off, aucune narration textuelle. D'accord. Le clavecin, et on a cette frise-là qui simplement bouge pour qu'on puisse voir les différents tableaux les uns après les autres. D'accord. Toujours sur ce premier panneau, on voit aussi des œufs ou des cocons que des humains qu'on suppose être des prêtres ou des magiciens tentent apparemment de sceller en les encerclant d'une aura magique. Mais malgré ça, on voit des effluves, des fumerolles qui émanent des cocons. Et là, au premier plan, en surimpression, apparaît en lettres majuscules blanches le texte « Produced by Game Arts », donc produit par Game Arts. Donc Game Arts, c'est un studio de développement japonais qui fera surtout sa renommée avec 2 séries de JRPG qui sortiront après la saga Lunar. Oui, tout à fait, ok. Et pour la seconde série emblématique qui a été développée par Game Arts, il s'agit de Grandia. Mais oui, oh, quel bonheur. Ah d'accord, donc ce sont les mêmes développeurs, c'est l'ancêtre de Grandia. Génial.
Disparition du texte, transition vers le second panneau. Donc c'est assez bien orchestré. Hein, voilà, on a ce premier texte en surimprimé et puis on transitionne vers le deuxième panneau. Avec là, la représentation d'une divinité, d'une taille gigantesque et à l'apparence monstrueuse, avec des adeptes à ses pieds qui semblent la vénérer. Et à côté, on a un personnage avec un accoutrement qui fait penser à celui d'un sorcier ou d'un chaman. Il a les bras levés vers le ciel et des monstres volants, au nombre de 12, se déploient le long de ses bras, comme si le sorcier les avait invoqués. Retexte en surimpression qui, cette fois-ci, mentionne « Associated with Gainax », associé avec Gainax. D'accord. Gainax, studio d'animation japonais qui est éminemment connu pour, évidemment, Evangelion. Mais Evangelion, il est sorti plus tard, en 95, donc 3 ans après la sortie du jeu. Là, à l'époque, Gainax a déjà à son actif Nadia, le secret de l'eau bleue. Mais oui, d'accord. Ouh, mais quel beau combo. Oh là 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 là. Et au moment de la sortie d'Alisa Dragoon, vraiment, Gainax surfe sur la vague de l'eau bleue, du succès, du secret de Nadia. Oula. L'eau bleue de... Oui, d'accord. Elle n'a pas bu que de l'eau, Nadia. Effectivement. Gainax va donc apporter tout son savoir-faire en graphisme et en animation, et va même contribuer au scénario du jeu. Gainax, évidemment, n'est pas le seul studio d'animation japonais qui s'est essayé aux jeux vidéo. Et donc, justement, j'ai un petit jeu à te proposer à ce sujet, si tu veux bien. Ah bah bien sûr. Un petit jeu que j'ai baptisé « Si j'y va bien, c'est Jivanime ». J'adore déjà le jeu. Alors, pour ce jeu, j'ai formé un titre fictif en mixant le titre d'un jeu vidéo et le titre d'un film d'animation sur lesquels a bossé un même studio d'animation japonais. Waouh, d'accord. Oh là, j'espère que je vais réussir à trouver quelques petits trucs parce que je suis pas spécialiste non plus, mais on va essayer, d'accord. Donc le but, c'est de retrouver le nom du jeu, le nom de l'animé et le nom du studio. Donc forcément, je pense que quand même tu trouveras au minimum un sur les 3. Ne t'inquiète pas. D'accord. Allez, on va essayer. Allez, je suis prêt. Allons-y. Le premier titre fictif, assez facile pour commencer, je pense, c'est Dragon Ball in Time. Dragon Ball in Time. Donc il y a Dragon Ball. Ouais. Et Turtles in Time. Les Tortues Ninja, Turtles in Time. Non. Donc le jeu, donc Dragon Ball c'est l'animé et le jeu, il y a in Time à l'intérieur. Je l'ai. Chrono Trigger. Voilà. C'est Toriyama qui a bossé sur Chrono Trigger et sur Dragon Ball. Ça y est, j'ai le jeu, c'est bon. Oh, j'adore. J'ai le jeu. J'ai compris. Mon esprit s'illumine. Ah bah super. Parce que bon, voilà, je savais pas trop ce que ça pouvait donner, mais écoute, tant mieux. Donc oui, effectivement, le jeu Chrono Trigger, l'animé Dragon Ball, et puis le studio c'est Toei Animation, dont Akira Toriyama évidemment était le fer de lance. Titre suivant, un peu plus subtil. La vengeance de la petite sorcière. La vengeance de la petite sorcière. Alors, il doit y avoir Kiki la petite sorcière, j'imagine, à l'intérieur. Donc, on serait dans du studio Ghibli. Tout à fait. Dans du Miyazaki. Et donc, la vengeance. Et donc, le jeu vidéo, ce serait une histoire de vengeance. Qu'elle aurait bossé Miyazaki et les studios Ghibli. Oh là 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 là. Alors, ça... Je me demande si c'est pas Ni no Kuni, The Revenge of the White Witch. Non, c'est ça. C'est le deuxième épisode, ou le troisième, je crois, qui s'appelle comme ça. Bravo. C'est Ni no Kuni, La vengeance de la sorcière céleste. Donc la vengeance de la sorcière. Ah ouais, j'adore. Titre suivant. Bon là, c'est une figure imposée. God in the Hell Dredge. Oui, bon, alors, il doit y avoir du Xenogears à l'intérieur, évidemment. God in the Hell, Ghost in the Shell. Bravo. Oh, d'accord. Bravo. Et donc là, c'est Production IG qui a travaillé à la fois sur Xenogears et sur Ghost in the Shell. Donc sur les séquences animées de Xenogears, en fait, c'est ça? Exactement. Ah, super. Titre suivant? Allez. Donc là, on dirait le titre d'une fable, ou plutôt d'une blague. Allez, je vais faire la version blague. C'est l'histoire d'un prof, d'un avocat et d'un alchimiste. Quoi? C'est l'histoire d'un prof, d'un avocat, il y a Full Metal Alchemist à l'intérieur. Bravo. C'est sûr, ça. Donc on a du Full Metal Alchemist à l'intérieur. Et donc il me manquerait le jeu vidéo. Oui. C'est l'histoire d'un prof, d'un avocat et d'un alchimiste. Oh, non.
Phoenix Oui. Wright contre Professeur Layton. Bravo! Waouh! Bravo, Je ne bravo. savais pas. Et donc il y a un studio qui a bossé sur Layton, Phoenix Wright contre Layton, et aussi sur Full Metal Alchemist. Ah ouais, c'est le studio c'est Bones. dingue, ça. C'est le studio Bones, ouais. Les associations sont dingues. Allez, un petit dernier pour finir. Ah oui. Alors, Death Shot. Death Shot. Il y a Voilà. du Death Note. Oui, Ok. oui. Donc l'animé, on est sur du Death Note. Le jeu, il y aura un jeu vidéo en lien avec ça, avec Death Shot. Ah, Wild Arms. Tout à fait. Ok, Wild Arms et Death Note. Voilà, donc j'en ai fait Death Shot et le studio c'est super. Madhouse. Ah, c'est Studio Madhouse, exactement, d'accord. Ah, ils avaient bossé sur Wild Arms, qui était super, Wild Arms. Eh ben écoute, bien joué. Je t'avouerai que je me suis bien amusé beaucoup. moi à concocter ce petit jeu. Génial, interlude, super. Ça fait penser en fait à Shantae. Bon, je suis spécialiste de Shantae, comme tu le sais. Shantae, ils avaient incorporé Dr. S. Shantae, ils avaient incorporé aussi des séquences d'animation qui étaient produites par le studio Trigger, il me semble. Ah ben donc, tu vois, tu me l'apprends. J'adore ça en plus, qu'il y ait des séquences d'animé comme ça dans les jeux vidéo, c'est un peu mon kink. J'adore. Ah ben super. Bah écoute, en tout cas bravo parce qu'effectivement tu as plus que performé. On revient à la frise. Allez, c'est parti. Avec le troisième tableau qui arrive. Troisième tableau que je qualifierais d'apocalyptique, puisqu'on y voit une cohorte de monstres difformes, dont l'un d'eux énorme sort d'un cocon. Ah. Ces monstres crachent des flammes et des boules de feu, et ils dévorent les humains qui tentent de fuir, mais en vain. Ah oui, donc on n'a pas réussi à repousser l'invasion alien, hein, clairement. Texte en surimpression qui nous indique Music composed by Meccano Associates. Musique composée par Meccano. Après Game Arts, Gainax, voilà que Meccano vient compléter le trio. Alors Meccano en musique, est-ce que ça te parle? Attends, Meccano, c'est le groupe espagnol là, Porquetevas? C'est ça qui me vient à l'esprit immédiatement. Ça aurait été génial, hein. C'est pas Porquetevas, c'est plutôt Hiro de la Luna ou... Hiro de la Luna, oui, exactement. Une femme oui, avec une femme aussi. Oui, tout à fait, exactement. C'est vrai qu'ils ont chanté en français aussi. Mais non, c'est un groupe musicien japonais, donc qui porte le même nom. Je trouve la bande son vraiment excellentissime. On a une bande son qui est très riche, très variée et surtout très adaptée à ce qu'on voit, très en lien avec ce qui se passe à l'écran, très cinématique d'une certaine façon aussi, et qui tire vraiment, je trouve, la quintessence de la puce sonore de la Mega Drive. Oui, qui était d'une bonne qualité déjà, la puce sonore de la Mega Drive, qui a marqué son époque par une certaine richesse en fait. Retour à la frise pour, cette fois-ci, le dernier tableau qui la compose. Donc là, on a un dragon dont le corps de forme serpentine est à la base de la frise. Il a les ailes déployées vers le haut, de telle sorte qu'elle forme un arc de cercle au-dessus de sa tête, enfin un cercle même. Et là, l'écran se fige en son centre. Le cercle qui est délimité par les ailes du dragon se met à scintiller de plusieurs couleurs pour laisser place à un trou noir, et des petites étoiles se mettent à s'échapper de cette béance. Et là, flash lumineux avec je crois qu'on appelle ça un match cut entre la frise et l'écran de titre du jeu. Puisqu'on retrouve le dragon de la frise positionné au même endroit sur l'écran. Et là, son corps et ses écailles se grisent, ses ailes virent au rouge écarlate. Donc quelque part, il se vivifie, comme ça. Et là, il y a un S enflammé qui apparaît au centre du cercle noir. Et ce même S, il va être encadré des lettres A, L et I sur la gauche et IA sur sa droite, formant ainsi le nom de Alicia. Et il reste qu'à ajouter Dragoon en lettres d'or sur l'abdomen du dragon pour révéler le nom du jeu, Alicia Dragoon. Ah ouais. On ajoute un press start bouton clignotant, la mention copyright 1992 de Game Arts, et le tour est joué. On a un écran de titre de toute beauté. Ah ouais, ça donne envie, hein. Ça donne envie d'appuyer. Hein. On est donc sur l'écran titre. On a le choix entre start pour commencer à jouer et options pour accéder aux options du jeu. Au niveau des options, c'est assez sommaire. On a le choix entre deux niveaux de difficulté, normal et hard. J'ai fait juste le jeu en normal. Et on a aussi le choix entre 4 agencements de boutons, des boutons A, B et C, pour 3 types d'actions différentes. Monster Select, donc pour choisir un compagnon. Thunder, pour lancer des éclairs. Et Jump, pour sauter. D'accord. Donc on va plutôt être en fait dans une sorte de mage bleu, mage avec des familiers, ce genre de choses, plutôt que dans un chevalier dragon avec une armure et une lance, comme j'imaginais au début. Ouais. Plutôt. Bon, on commence à jouer ? Allez, c'est parti. Ben non.
Il faut savoir qu'initialement, il était prévu que le jeu sorte durant l'été 1991. Et c'est finalement qu'au printemps 1992 qu'il est sorti dans les bacs. Et pour faire patienter et se faire pardonner par les fans de la première heure, figure-toi que Game Arts a publié un mini-manga de 5 pages dans la revue Beep. Ce manga, en fait, on peut le considérer comme le prologue du jeu, voire même l'origin story d'Aligia. Oh. Et donc, je te propose de passer par la case manga avant de rentrer pour de bon dans le jeu. Est-ce que oui, allez, si on prend ce détour. Alors, en haut de la première page de cette mini bande dessinée, on voit tout d'abord une flotte de vaisseaux spatiaux. On apprend que ces vaisseaux transportent des êtres maléfiques qui ont été placés en hibernation et qui sont programmés pour se diriger automatiquement vers toute planète qui présenterait des signes de civilisation. On nous dit aussi qu'un des vaisseaux s'est écrasé sur une planète lointaine. La Terre. Oui. Exactement. Un des vaisseaux s'est écrasé sur Terre et les êtres maléfiques qu'il contenait se sont éveillés et ils engagent une guerre appelée la guerre sainte pour inculquer leur foi aux humains. Pour convertir, plutôt aliéner les foules, ils ont implanté 12 cocons démoniaques sur la planète. Ok, donc oui, on est vraiment dans la frise, effectivement. Et de chacun de ces cocons, il y a un pouvoir de corruption extrêmement puissant qui en émane, et il est dit qu'il s'étend à des milliers de kilomètres à la ronde. Donc un à un, les humains sont contaminés par l'énergie maléfique contre leur volonté. Sur la seconde illustration de la page, on voit des habitants qui sont en proie aux flammes. Ces flammes, elles proviennent d'un sort que leur a lancé un personnage maléfique dont on reconnaît le visage. Est-ce que tu devines qui c'est et où on l'a vu ? Eh ben, est-ce que c'était pas celui qui était sur le 2e ou le 3e panneau, cette espèce de sorcier là qui a invoqué, qui est contrôlé d'une certaine manière un petit peu toutes ces entités démoniaques ? On a de fortes présomptions que ce soit lui. Et c'est également le personnage qu'on a vu, tu sais, sur le médaillon de la pochette japonaise. D'accord. Pour te faire une idée un peu plus précise de ce à quoi il ressemble, il a une apparence androgyne, il porte une grande toge blanche et par-dessus une armure qui est blanche aussi. Et puis, il a un casque un peu comme la coiffe de la méduse. D'accord. Dans le manuel du jeu, on apprend que le sorcier au casque de Gorgone là, est le gourou d'Olga, et qui possède des pouvoirs cosmiques phénoménaux, et notamment capable d'invoquer des monstres. Il a fait son apparition juste après l'implantation d'un des 12 cocons démoniaques, comme si son existence elle était intrinsèquement liée à celle de l'être maléfique que recèle le cocon. Sur dessin qui suit, on voit un guerrier en armure, cheveux, barbe et yeux noirs, plutôt d'un âge avancé, et il se dresse fièrement, regard face au lecteur, main droite à la ceinture et main gauche sur le cou d'un dragon. Dragon qui porte un casque. On comprend facilement que le dragon est la monture du guerrier. On a donc évidemment affaire à un chevalier dragon. D'accord. À côté du chevalier dragon, il y a une enfant, toute jeune et toute mimi, qui sourit et qui caresse le museau du dragon. Le dragon d'ailleurs a l'air d'apprécier les papouilles. On devine évidemment que cette fille, c'est Alicia. Donc elle est née, elle est la descendante d'une longue lignée sans doute de chevaliers dragons avant elle. Il est dit qu'elle a 5 ans et le chevalier dragon à côté d'elle, c'est son papa. Bien sûr. On apprend que le père d'Alicia n'est pas n'importe quel chevalier dragon, c'est le capitaine des chevaliers dragons, et sous son commandement, les chevaliers dragons sont parvenus à repousser une grande partie des envahisseurs, y compris le gourou d'Olga, et ils ont même détruit presque tous les cocons démoniaques, puisqu'il n'en reste plus que 2 à brûler. Alors ceci étant, les chevaliers dragons, ils ont quand même payé un lourd tribut à la guerre sainte. La plupart d'entre eux ont même basculé du côté obscur. Ah, d'accord. Et justement, un des 2 derniers cocons est protégé par un chevalier dragon corrompu. Et sur la page suivante, on voit le cocon en arrière-plan. Posté devant, juché sur un dragon, on a le chevalier dragon corrompu. Et en vue de derrière, on voit le père d'Alicia chevauchant un dragon lui aussi qui fonce à l'attaque de son ancien frère d'armes. D'accord. Les dragons ont été corrompus aussi avec les chevaliers, j'imagine. Hélas, le combat tourne à l'avantage du chevalier dragon corrompu. Il agit clairement contre sa propre volonté puisque juste avant de blesser mortellement le père d'Alicia, il hurle « Je ne veux point vous tuer, mais je ne puis faire autrement ». Alicia accourt en pleurant et fait opposition de son corps pour protéger son papa. Sur la planche suivante, on voit le capitaine à terre avec Alicia à son côté et le chevalier dragon corrompu s'apprête à tuer la jeune fille avec sa lance. Oui. La pointe de la lance commence à s'enfoncer lentement dans la poitrine d'Alicia. C'est horrible. Des cris, des larmes, du sang. Ah. Quand soudain, vignette suivante, dans un dernier sursaut, le père d'Alicia se relève. En puisant dans ses dernières forces, il saisit la pointe de la lance et il l'enfonce profondément dans sa propre poitrine. Et alors qu'il trépasse, il déclame «
fier et fidèle à la tradition des chevaliers dragons. Puisse ma vie sauver celle de mon enfant. Puisse l'esprit des chevaliers dragons protéger cette planète. Puisse le sang des dragons protéger ma fille. Waouh. Les derniers mots du père d'Alizia tétanisent le chevalier dragon corrompu. On voit son regard frappé de stupeur et une balafre sur l'œil droit. Et il a aussi une pierre noire qui cache son œil gauche. Il se retient de porter l'estocade. Il arrache son cache-œil comme s'il y voyait à nouveau clair, comme s'il avait retrouvé la vision, comme s'il avait retrouvé la raison. Ah ouais. Il suffit d'un petit discours de motivation finalement. Nouvelle page et la vision d'horreur. On voit le corps du père d'Alizia transpercé de 1000 lames. Et les lames perforent son corps avec une telle force qu'elles le font flotter dans les airs comme si c'était un pantin. Oh. Il y a une pluie de sang qui jaillit du corps transpercé du père d'Alizia et qui s'abat sur Alizia qui était restée auprès de lui. Oh là là, ah oui, non mais d'accord, c'est pas très kid-friendly cette histoire-là quand même. Elle hurle « Arrêtez !» Puis elle perd connaissance, elle perd même la mémoire. C'était un cauchemar. Ah. Alizia se réveille amnésique. Alizia se réveille, ou plutôt, elle renaît, et pas de n'importe quelle façon, puisqu'on voit un homme à la longue chevelure blanche qui ressemble à un prêtre ou à un mage, et il extrait Alizia des entrailles d'un dragon qui a été couché et éventré sur un autel. Waouh. Ah oui, donc elle naît des entrailles du dragon, elle est vraiment mi-humaine, mi-dragon, quoi. Enfin, il y a vraiment un truc très très mystique là-dedans, super. Tout à fait. L'homme marmonne des incantations tout en portant Alizia à bout de bras. Il la présente au temple en disant « Tu as hérité d'un sang neuf, tu as hérité d'une nouvelle vie, toi en qui coule le sang des dragons. » Donc là, la vignette, elle est petite, mais sur les murs du temple, on devine des gravures qui sont pas sans rappeler celle de la frise sur la cinématique d'introduction. Et il y a un encadré qui conclut cette 3e page en nous révélant qu'à partir de cet instant, comme tu le disais, le destin d'Alizia bascule radicalement puisqu'elle devient la seule guerrière au monde à avoir du sang de dragon dans les veines. D'accord. Ça doit lui apporter, j'imagine, des pouvoirs particuliers, en tout cas une... Tu devances la page suivante. Mmh. Il y a quelques années qui ont passé sur cette 4e page et on voit une première scène où Alizia, elle s'exerce à la magie en compagnie du prêtre qui l'a extirpé du ventre du dragon et ce dernier lui enseigne comment lancer des sorts de foudre en maîtrisant ce qu'il appelle la puissance du dragon. C'est marrant parce qu'on attendrait plutôt que ce soit des sorts de feu, mais ok. Sur la scène suivante, donc on a les deux mêmes personnages, Alizia et son mentor, et ils conversent, ils se questionnent l'un l'autre sur ce qu'il y a de plus cher à leurs yeux. Alizia, amnésique, je te le rappelle, répond qu'elle a aucune personne chère à son cœur, ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur, dit-elle. Et son mentor répond à son tour que lui, il a des choses saintes qu'il doit protéger à tout prix. Et là, on voit qu'ils sont en train de discuter au pied d'un cocon géant. Ah oui. Outre des nervures dégueulasses, il y a un visage efféminé qui émerge à la surface du cocon. Il y a un zoom sur le visage qui révèle une monstruosité avec un œil fermé et un autre œil monstrueux grand ouvert. Petit détail que j'avais omis de mentionner, de façon complètement intentionnelle, c'est que le mentor d'Alizia, il a une cicatrice à l'œil droit. Et on comprend que le mentor, c'est en fait... Le chevalier corrompu. Exactement. Le meurtrier du père d'Alizia. Le meurtrier de son père. Et le gardien du cocon démoniaque. Et là, il commence à perdre les pédales, comme si l'être maléfique du cocon tentait de reprendre le contrôle de son esprit. Et soudain, il se remémore une phrase du père d'Alizia qui dit « Le monde court à sa perte. Ceux qui prennent le chemin du mal, un jour ils viendront. C'est pour quand ce jour viendra que nous sommes là. » Et là, pareil, l'écho des paroles du père d'Alizia saisissent l'esprit du mentor, qui lui saisit son épée de chevalier dragon et une torche, et il s'écrie « J'ai perdu le sens de la réalité, je dois expier mes péchés », et il met le feu au cocon démoniaque. Ah oui, lui, il est vraiment sur un arc de rédemption assez vénère, quoi, d'accord. Totalement. Et dans la scène suivante, donc on le voit, avec Alizia, ils sont tête contre tête, enfin front contre front. Ce dernier, par une incantation, il rend la mémoire à Alizia, lui restitue ses souvenirs, notamment ceux de son père, ceux de la mort de son père. Alizia le réalise que son mentor, c'est l'assassin de son père, elle se met à pleurer. Et elle a là une vision d'elle-même dans le futur, où elle se voit en jeune femme, entourée de 4 compagnons, que je te décrirai un peu plus tard. Bien sûr. Donc voilà, on a Alizia qui est fille de chevalier dragon, qui a du sang de dragon qui coule dans les veines. C'est donc Alizia Dragoon et Alizia Dragon. Comme je te disais tout à l'heure, ouais, elle est à mi-chemin entre les deux. Donc du coup, il reste quand même un cocon maléfique là, si j'ai bien compté. Et oui. Il va falloir aller s'en débarrasser peut-être. Complètement.
Donc ça t'a plu cette petite origin story? Ça valait le coup ce petit détour? Ah ouais, super. Là, ça donne vraiment toutes les bases pour une sorte d'arc comme ça, épique, d'accomplir ce que le père n'a pas pu finir d'accomplir. Ah ouais, c'est super. La responsabilité qu'elle a sur les épaules, là, cette gamine, quand même. Et je trouve ça très chouette. Et dans un contexte où, notamment les magazines à l'époque où tu sais, on les dévorait, on se fantasmait les jeux en fait au travers de ces magazines-là. C'est vrai. Typiquement, ça amène cette saveur tout à fait consistante pour stimuler l'imaginaire et avant de jouer au jeu. Combien de fois j'ai regardé tous les captures d'écran de Final Fantasy X là pendant les mois que j'attendais avant la sortie là. Les personnages, les trucs. Incroyable. On se faisait des films entiers là-dessus. Donc, on a eu un premier prologue avec la frise, juste avant l'écran titre. Deuxième prologue avec le mini-manga, qui raconte l'origin story d'Alizia. Tu connais l'adage, hein? Non, jamais 203. Oui, parce que juste après avoir appuyé sur Start pour lancer la partie, on a droit à un troisième prologue qui va nous raconter l'événement déclencheur là, qui va véritablement lancer l'aventure pour Alizia au début du jeu. Parce qu'elle a grandi, j'imagine. Exactement. C'est pas vraiment un prologue, là, on est vraiment dans le préambule. Puisque là, cette séquence, elle se situe juste avant qu'Alizia ne se mette en route, vraiment. Donc le jeu se lance, musique mystérieuse avec des tintinabulements. On voit une chaîne de montagnes enneigées au crépuscule qui défile au loin et un texte apparaît en surimpression. Donc il y a les montagnes qui défilent horizontalement et le texte qui défile à la verticale. Et voici ce que dit le texte. Quand le ciel s'effondrera une seconde fois, la terre connaîtra un grand désastre, car l'étoile d'argent jadis déchue se relèvera et apportera à nouveau destruction et corruption. Ô, vous qui veillez sur la terre et la vie, mettez-vous en quête de cette étoile funeste. Une fois l'étoile trouvée, alors s'ouvrira la voie secrète vers le repère des fanatiques dans le ciel lointain. Ah oui, donc l'étoile d'argent, c'est un mauvais bail en fait. On dirait pas comme ça, on dirait que c'est un truc plutôt positif. Pas du tout. Allez, une petite couche de préambule supplémentaire piochée dans le manuel du jeu, puisque là on apprend que ça fait plus d'une décennie, il disait que l'étoile d'argent s'est crachée sur Terre, l'étoile d'argent qui est donc le vaisseau duquel les êtres démoniaques ont débarqué. Une dizaine d'années ont passé. Alizia, c'est désormais une adolescente, voire même une jeune femme. Et dans le manuel, on apprend aussi que le gourou Dolga est toujours en vie et qu'il fomente sa vengeance depuis son repère secret. D'accord. Retour au jeu. Après le préambule, on a un fondu au noir, superbe transition avec Alizia qui traverse l'écran de gauche à droite en bondissant, avec une traînée d'étoiles dans son sillage. Et on a stage 1 qui apparaît en lettres dorées majuscules, avec un petit effet sonore du plus bel effet, qui donne le top départ du niveau. Donc ça y est, le jeu commence enfin. Première zone du premier stage, le plateau du prélude. Premier écran du jeu, et là vraiment le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est super dense par rapport au nombre de choses qu'on voit affichées sur l'écran. Écran en 16/9, bien sûr. On a affaire, tu le disais, à un jeu 2D avec défilement latéral. La zone du jeu en elle-même, elle occupe toute la largeur de l'écran et environ les 5/6 de sa hauteur en partant du bas. On est dans une sorte de sanctuaire avec des colonnades. Plein de colonnades d'ailleurs, et là aussi c'est très riche. Il y en a au premier plan, même devant le sprite de l'héroïne, au second plan et au troisième plan même. Ça fait que ça donne un effet assez sympa de profondeur là aussi. Non, mais la Mega Drive, il y avait cette possibilité de faire vraiment des décors vraiment très très riches, avec une profondeur de champ, des choses vraiment très travaillées. Au centre de l'écran, on a bien évidemment Alizia. Alizia dont le sprite occupe à peu près en hauteur un bon quart de la zone de jeu. Et on retrouve l'apparence d'Alizia sur la pochette de jeu japonaise. Et c'est ce que j'allais te demander, donc elle est vraiment trait pour trait celle qu'on a sur la version japonaise. Voilà, même si pixelisation oblige, certains détails sont passés à la trappe, notamment les traits de son visage, on peine à les distinguer. On n'est pas sur le raffinement qu'on avait évidemment sur le dessin de la pochette. Bien sûr. Et Alizia, elle est suivie d'un dragon vert clair qui volette derrière elle. Et en termes de taille, c'est un dragon qui fait à peu près la même taille qu'Alicia. D'accord, et donc dont le sprite est en permanence derrière elle Il la suit. C'est marrant ça. Gros morceau maintenant, on va parler du gameplay. Donc en termes de contrôle, on l'a vu un peu tout à l'heure, Alizia elle peut se déplacer donc de droite à gauche, elle peut sauter, changer de direction en plein saut, et elle a deux capacités particulières. D'abord Alizia elle peut balancer des éclairs, avec plus ou moins de puissance pendant plus ou moins longtemps,
Et elle peut aussi invoquer des compagnons. Plus exactement, elle peut invoquer un familier parmi 4. Alors j'ai une question juste sur les éclairs. Avant de parler des familiers, les éclairs, elle les balance comment en ligne droite devant elle, ça tombe du ciel, Je vais y venir après. Ok. Sache déjà qu'elle a ces 2 capacités-là. Bon, j'en viens maintenant au bandeau d'informations qui occupe le dernier 6e en fait, d'écran, en haut de l'écran. Donc d'abord, ce HUD, il est scindé en 2 parties. La partie gauche, elle concerne Alysia, et la partie droite, ses compagnons. Ah. On a d'ailleurs une petite représentation toute chibi d'Alysia de son côté, et puis on a le portrait du compagnon qui a été invoqué de l'autre. Bon. Que ce soit pour Alysia ou pour ses compagnons, il y a 2 barres d'informations associées, l'une en dessous de l'autre. La première barre en haut, sous la forme de rectangle ou de briques, que voilà, sont là, il y en a 3 au départ, et on va voir que on va pouvoir en récupérer jusqu'à 6, avoir jusqu'à 6 points de vie. Donc je vais garder l'image de brique quand même parce que quand on se fait toucher, on perd pas une brique entière d'un seul coup. Chaque fois, la brique, elle va s'effriter petit à petit en fonction de la puissance des dégâts causés par les ennemis. Oui, donc on a une certaine marge de manœuvre quand même. Tout à fait, et ça va être très important. La seconde barre en dessous, c'est la barre d'attaque avec level 1 marqué devant, et il y a 2 infos dans cette barre. Le level, donc le niveau, qui est le niveau de la puissance d'attaque. Là, on est à 1. Donc Alysia, elle pourra monter jusqu'à 8 et les familiers jusqu'à 3. Et cette barre d'attaque, elle va avoir 2 formes différentes et même 2 fonctions différentes pour Alysia et pour les familiers. Donc pour Alysia, la barre d'attaque, il faut que tu imagines, c'est un peu comme une jauge d'endurance de mana. Donc elle a la forme d'un filament en forme d'éclair avec 2 parties, 2 segments. Un premier segment composé de 7 crans et le troisième segment composé de 3 crans, donc 10 crans au total. Là, j'en viens sur les détails sur l'attaque d'Alysia. Dès qu'Alysia a l'attaque, donc la barre, elle va se décharger en fonction du temps qu'on va laisser appuyer sur la touche d'attaque. À 0, évidemment, c'est déchargé, et comme une batterie, on n'a plus de jus pour lancer d'éclairs. Et si Alysia n'attaque pas, la barre va se recharger assez rapidement de 0 à 70% et 2 fois plus lentement de 70 à 100%. D'accord. Entre 1% et 99%, Alysia là, lance son sort de foudre de base, qui même de base, il est vachement impressionnant, puisque ça va viser automatiquement tous les ennemis qui font face à Alysia. Oh, ouais, super fort. Autrement dit, il faut juste entre guillemets, s'orienter à droite ou à gauche, sans se préoccuper de cibler les ennemis. Il faut juste orienter du bon côté et on balance la sauce. Ah oui. Mais attends, elle n'a que cette arme-là, elle n'a pas d'arme de poing, elle n'a pas de glaive, de lance ou je ne sais quoi. Non. Elle a son familier, tu vas me dire, mais on va y venir. C'est ça. Okay. Elle a cette arme-là, et après, donc attention, là, on était dans le mode d'attaque classique, le mode d'attaque de base, et quand sa jauge d'attaque est à 100%, pleine charge donc, Alysia, elle peut balancer une attaque éclair tournoyante, qui est surpuissante, qui touche tous les ennemis à l'écran, avec un double balayage dans le sens horaire, puis trigonométrique. Ouais, c'est une espèce de super, quoi. Tu touches tout le monde, c'est la bombe des shmups, d'accord. Ça inflige 32 fois plus de dégâts par frame que l'attaque de base. Ah oui, d'accord. Non, oui, bon, okay. Et je te passe après qu'en plus, on va multiplier par un bonus d'attaque quand on va passer des niveaux level 1, 2, 3, etc. Ouais. Ça, entre le 1 et le 8, ça multiplie par 4,5 l'attaque. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de dilemme constant entre le fait d'attaquer tout le temps pour ne pas se faire toucher, mais sans faire un max de dégâts aux ennemis, et le fait d'attendre que la jauge soit pleine pour attaquer et détruire quasiment tous les ennemis à l'écran, mais là, avec le risque de se faire toucher plus souvent. Parce que quand tu envoies la super, là, tu peux te déplacer ou Alysia est immobile à ce moment-là? Mais tout le temps de chargement, tu as été obligé de te retenir d'attaquer. Bien sûr. Ça, c'était pour Alysia. Pour ses compagnons, maintenant. Mais oui. Donc là, la barre d'attaque, elle a une apparence, elle a un fonctionnement différent. Là, elle va un peu avoir la fonction d'ATB. Une barre de charge de 16 crans qui se recharge au fil du temps si le compagnon est passif, c'est-à-dire qu'il n'attaque pas. Et point important que j'ai oublié de préciser, on peut choisir le familier qui nous accompagne, mais on contrôle absolument pas son comportement. Ni comment il se déplace, même si souvent il est placé derrière nous, il nous suit, ni quand il attaque. Ses mouvements et ses attaques, c'est géré par une IA, qu'on va bien sûr essayer de manipuler dans certaines situations. Mais la plupart du temps, le compagnon, il vit sa vie. Et il attaquera à 2 conditions. La première, c'est que sa barre d'attaque soit pleine, et la deuxième, c'est qu'il y ait des ennemis à l'écran. Bon, c'est assez simple comme comportement. Donc la barre d'attaque, elle se recharge plus ou moins vite selon le compagnon évoqué. C'est là qu'il y a une complexité, une subtilité, une couche qui va se rajouter. Et évidemment, sans doute, chaque compagnon a une attaque qui lui est propre et qui est plus ou moins puissante.
Oui, qui est plus ou moins utile selon la configuration, j'imagine aussi. Voilà. Donc, est-ce que tous les compagnons sont disponibles dès le début du jeu ? Tous les compagnons sont disponibles dès le début du jeu, et tu peux aussi faire le choix de ne pas en invoquer. Ah, très bien, tu peux rester toute seule à l'écran. Notamment parce qu'eux aussi prennent des dommages. D'accord. Mais il y a tout un aspect gestion aussi des compagnons qui va être important. De la même façon qu'Alysia, les familiers vont attaquer avec plus ou moins de frénésie. Donc là aussi, il y a une espèce de risk-reward, et il y a aussi des subtilités dans le choix du compagnon, entre un compagnon qui peut tout dézinguer mais pas souvent, et puis un autre qui va tirer tout le temps mais sans causer de gros dégâts. Voilà pour les gros éléments de gameplay. C'est déjà assez touffu. Est-ce que ça va, ou t'as à peu près saisi là, ces mécaniques-là ? Ouais, super. Si je reviens à ce qui se passe à l'écran, donc c'est le début de l'aventure pour Alysia. Alysia, elle a été alertée, elle a reçu un rapport selon lequel le temple du scellement a été attaqué par le gourou Dolga. J'imagine que ça doit être le temple que les anciens chevaliers avaient utilisé pour essayer de contenir l'énergie maléfique des cocons. Ouais. Tout juste sorti du sanctuaire, on va traverser une forêt avec des arbres immenses, et à l'arrière-plan, au loin, on aperçoit la chaîne de montagnes enneigées qu'on a vue au début, qui défile avec un effet de parallaxe assez classique, mais toujours très bien faite. La musique de Mécano, pour ce début de jeu, elle est entraînante, assez épique, dans un style medieval fantasy, plutôt calme au départ, avec des sons d'ocarina et de cloches, et puis après on a une transition rock un peu plus énervée. Cette première zone, oui, on pourrait croire qu'il s'agit d'une zone de tutoriel, mais pas vraiment. On est tout de suite lancé dans le grand bain parce qu'on a une nuée de monstres qui se ruent sur nous. Il y a vraiment littéralement une nuée de petites créatures volantes. Alors il y a des papillons, c'est plutôt des mythes même géantes, des chauves-souris, des gargouilles qui nous foncent dessus. Enfin, c'est assez vénère et c'est assez varié. Et c'est tellement vénère même que moi perso, la première fois que j'ai joué, même pas au bout de 5 minutes, j'avais déjà mon premier game over. Parce que oui, j'ai oublié de le préciser, mais Alysia, elle a qu'une seule vie, en tout cas au début du jeu, et là j'avais pas saisi encore vraiment comment jouer, et donc je me suis fait ramasser. Il faut vraiment arriver à bien maîtriser le sort de foudre. Ce qu'on se rend compte dès les premiers instants du jeu, c'est qu'il faut vraiment jouer avec les esquives. Et ça, je trouve que c'est vraiment propre à ce jeu. Comme on n'a pas vraiment de soucis pour viser les ennemis, le focus, on va plutôt le mettre sur comment les éviter. D'accord, mais il y a vraiment moyen de les éviter de manière un peu fluide et tout ça. On peut s'accroupir, on peut quoi ? On peut s'accroupir, on peut sauter avec le saut bidirectionnel. Dès qu'il y a un peu d'air contrôle quand même, on peut se déplacer quand on est en l'air, ouais, ok. C'est ça. On a donc plusieurs types d'ennemis, donc plusieurs patterns aussi qui sont assez différenciés. Donc je parlais là des mythes et des chauves-souris qui plongent par exemple sur Alysia mais de façon différente, soit horizontalement, latéralement, en diagonale. Il y a aussi des champignons, ces monstrueux, qui lancent des rejets qui eux-mêmes vont exploser en émettant des spores. Donc, il y a aussi des chenilles cloportes qui rampent tranquillement, puis aussi qui peuvent se mettre en boule et rouler sur le sol pour foncer sur nous. Il y a un côté un peu Ghost and Goblins, non ? Ça, c'est... Pas à ce point-là, parce que je l'ai évoqué un petit peu avec l'histoire des briques qui s'effritent petit à petit, mais à Ghost and Goblin, il y a cette notion que tu te fais toucher 3 fois et c'est fini. Là, la gestion des dégâts, ça va être aussi quelque chose qui va être très particulier et très important dans la façon de jouer à ce jeu. Un peu moins arcade peut-être que Ghost and Goblin, c'est... Peut-être. On arrive à l'entrée du temple du scellement. On arrive dans la deuxième zone du premier stage, qui est donc le temple à proprement parler. Avec des inscriptions au mur, un petit écho à la frise du départ. Là, la musique, elle va devenir plus mystérieuse, plus sombre aussi, au fur et à mesure qu'on va descendre dans les tréfonds du temple. Parce que le temple se compose de plusieurs étages, avec un escalier qui zigzague d'un étage à l'autre. Il y a aussi au premier plan, alors quand je dis au premier plan, c'est devant le sprite d'Alysia, je sais pas comment s'appelle cet effet. Et là, il y a des colonnes dans ce temple qui sont assez étranges, avec une paroi en verre, et à l'intérieur, une sorte de bobine qui émet un clignotement rouge. Donc comme s'il y avait une alarme qui s'était déclenchée. Ah oui. Donc là, on va affronter 2 nouveaux ennemis. C'est des adeptes de la secte qui ressemblent à des pirates ninja avec un sprite assez imposant, qui apparaissent par magie, qui peuvent se téléporter et qui nous lancent des boules d'énergie. Et il y a aussi des espèces de slimes qui sont accrochés au sol et au plafond. Et il y a aussi plein d'orbes magiques qui sont dans le niveau. Alors déjà pour te les décrire, c'est des espèces de boules de cristal avec des petites ailes et une étoile au centre. D'accord. Et quand on les explose, on va obtenir des bonus. Parce que l'étoile est de différentes couleurs, non ? Oui, elle ne laisse rien deviner, l'étoile. Justement, ah d'accord, c'est vraiment un bonus au hasard. Enfin, masqué. Voilà, de base. Masqué. C'est des bonus à effet immédiat, c'est-à-dire qu'on ne va pas les stocker dans un inventaire. Donc ils peuvent faire plein de choses. Ils peuvent redonner de la vie à Alysia et à ses compagnons. On voit, une fois qu'on a explosé l'orbe, une potion pour Alysia et un gigot pour les familiers.
Ils peuvent augmenter notre barre de vie d'une brique, donc de façon définitive. Ils peuvent augmenter notre niveau d'attaque d'un cran. Ils peuvent donner une vie supplémentaire à Alysia. Ça ressemble à une miniature d'Alysia. Et ils peuvent aussi permettre de ressusciter un compagnon. Donc là, ça prend la forme d'un squelette de dragon. Oui, il y a un aspect très arcade là pour le coup, effectivement. Ouais. Et ces bonus peuvent aussi receler des fées de 3 types différents. Une fée rouge qui rend Alysia invulnérable pendant une durée de 16 secondes. Et une fée bleue qui maintient cette fois-ci la jauge de puissance d'Alysia au max pendant 16 secondes. Donc là, on peut faire l'attaque tournoyante ultra puissante pendant 16 secondes. C'est extrêmement fort. Et aussi, je dis 3 types différents parce qu'après, il y a un 3e type de fées, ça sera les fées jumelles. Et les fées jumelles vont créer une plateforme magique à des endroits précis qui vont te permettre d'accéder à des suites de niveaux. Pourquoi je te parle de ça maintenant? Parce que dans le temple, on va tout de suite comprendre une autre particularité du jeu, c'est que il y a plein de passages secrets avec plein d'orbes à récupérer de partout. J'en viens à la gestion des dégâts, c'est un jeu où on se fait énormément toucher. Ouais, c'est impossible véritablement de tous les dégommer, quoi. On est obligé à un moment ou à un autre de gérer des dégâts. Voilà. Et du coup, le speedrun doit être intéressant parce que là, si tu dis qu'il y a plein de passages secrets, etc., voilà, est-ce qu'on va chercher les items qui vont peut-être nous servir à faire du damage boost ou bien est-ce qu'on se lance à poil jusqu'au bout du niveau et on gagne du temps sur le moment, mais peut-être pas à la fin. Enfin, c'est intéressant comme prise de risque. Ah oui, ça aussi, je le dis maintenant, c'est assez sympa par rapport aux dégâts. Enfin, sympa, c'est à noter. Chaque fois qu'Alysia est touchée, elle émet un petit hoquetement. C'est un effet de sound design qui est plutôt rigolo. Et donc clairement, par rapport à ce que je disais juste avant, elle va avoir le hoquet vraiment tout au long du jeu. Je reviens au temple du scellement qui, voilà, véritablement regorge d'orbes qui sont disséminés, donc même dissimulés à tous les étages ou presque. Il y a même des passages secrets dans les passages secrets. Il y a déjà donc dans le niveau du temple avec 2 alcôves qui sont imbriquées l'une dans l'autre. Ouais, je vois très très bien. Je reviens à Descens dans les entrailles du temple du scellement. On élimine ou on évite toute une flopée de cultistes, de blobs. Et bon an mal an, on arrive au 8e sous-sol du temple. Au bout d'un long couloir, on arrive vraiment au cœur du temple. Et là, on se retrouve dans une salle extravagante. Puisque là, il n'y a plus de pierres anciennes. Là, il y a des plaques de métal à la place. Et puis, il n'y a plus d'inscriptions ancestrales. Là, on est vraiment sur la technologie ultra avancée. Et sur une immense plateforme alimentée par des câbles, il y a quelque chose d'hideux et d'énorme. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Oh là là, est-ce que c'est pas la créature alien, invasion venue de l'espace, là Le cocon démoniaque. Le cocon, voilà, c'est le cocon démoniaque. Le dernier, bien sûr. On apprend qu'il y a un mystérieux chevalier dragon, on se doute qui c'est, qui l'avait enfermé là, après la guerre sainte, il y a 10 ans. Ah là là. Et vraiment comme... C'est papa. Et comme sur la pochette du jeu, c'est là que les échos sont quand même assez sympas. On a aussi là les 2 yeux luisants qui poignent à travers une entaille là dans le cocon. Mais c'est pas tout. Puisque à côté de cette monstruosité colossale, eh bien, il y a un personnage qui se tient fièrement. Qui ça peut bien être? Ah là là, est-ce que ça va être le gourou d'Olga, là? Le gourou d'Olga! Qui s'est réveillé de son sommeil, qui va briser le sceau, etc., etc. C'est ça. On nous révèle en fait que le cocon renferme le dieu maléfique Barardarl et que Dolga est le chef de la secte qui vénère ce fameux Barardarl. Eh ouais, bien sûr. Et donc là, du coup, Dolga, il est arrivé avec le vaisseau aussi. C'est pas un humain qui a fondé un culte à l'alien arrivé. Il est arrivé avec. Il est arrivé avec, ouais. Ok. Et donc, Dolga s'adresse à Alysia. Alysia, ça alors, tu as réussi à te frayer un chemin jusqu'ici. Donc là, Alysia tente de lancer un éclair sur le sorcier. Il esquive l'attaque en se téléportant dans les airs. Et là, il la nargue à nouveau en lui disant « Dommage, il est déjà trop tard. Barardarl, notre dieu, est de retour parmi nous. » Et là, Dolga étend la main, il met le feu à la plateforme et ça libère le cocon du sceau qui le figeait. Le cocon donc se met à léviter dans les airs. Et avant qu'Alysia attaque une seconde fois, Dolga riposte. Il invoque une espèce de serpent d'énergie et il le propulse sur Alysia. Alysia est blessée par l'attaque, elle met un genou à terre. Dolga bricane à nouveau.
Ah ah ah, alors Alizia, ne suis-je pas d'une grande puissance? Si tu penses pouvoir me vaincre, viens m'affronter à mon palais, mais je doute que tu puisses y parvenir. Oh là là, mais quel enfer. N'est-ce pas? Il est déjà insupportable, lui. Et donc voilà, sur ces mots, Dolga prend la poudre d'escampette, il emporte avec lui le cocon de Bararadal sous son bras, et là le temple commence à s'effondrer, le sol tremble, il y a des blocs de pierre qui chutent du plafond. Oh, est-ce qu'on a une escape comme dans Super Metroid? Alors, là c'est automatique, mais il y a souvent des scènes d'après-boss. C'est assez sympa ce type de séquence, pas forcément des phases d'escape. Et donc, Alizia se relève, non sans mal, mais elle parvient à s'échapper par un passage dérobé avant que le temple ne s'effondre. Pas mal quand même cette petite mise en scène. Ah ouais, super. Zone 3 du stage 1. Le passage débouche dans des ruines qui sont en reconstruction avec d'immenses échafaudages. Là, la musique, elle est là pour donner du courage face à la bataille qui nous attend. Donc il y a vraiment un thème à la Golden Axe là, avec des percus qui résonnent, il y a des cymbales qui claquent comme pour faire les éclairs un petit peu qu'on voit en fond. Et là, dans cette première partie, Alizia va devoir escalader des échafaudages. Pour franchir, il y a un immense mur qui se dresse devant nous. Phase d'ascension, il y en aura pas mal. Alors il y a plein de cultistes de partout, il y a des gargouilles, des chenilles cloportes, j'en parlais avant. Et arrivé en haut, là, on a d'autres ennemis, c'est des espèces d'orques qui vont apparaître et ils vont tenter de nous harponner avec des lances télescopiques. Et il y a aussi des espèces de moines squelettes qui apparaissent au-dessus de nous et qui laissent tomber des rochers quand on passe dessous. On passe de l'autre côté du mur dont je parlais tantôt. Là, dans la descente, il y a plusieurs chemins qu'on peut utiliser avec plus ou moins d'orbes à collecter selon l'itinéraire. Et cette séquence, elle est assez longue finalement, en phase d'ascension puis de redescente. Et donc là, ça va être l'occasion d'expérimenter les pouvoirs des 4 compagnons qu'Alizia peut invoquer. Donc je vais te les présenter. Je leur ai donné d'ailleurs des petits noms. Ah. Qu'est-ce que tu es prêt à découvre ces créatures fantastiques? Ah oui, je veux savoir. Je veux choisir mon starter. Est-ce que je vais choisir Bulbizarre, Carapuce ou Salamèche? On est totalement là-dedans. Chacun d'entre eux, faut le savoir, il est en lien justement avec un des 4 éléments vitaux. D'accord. Le premier, c'est le représentant de l'élément de la terre. C'est un dragon qui est invoqué depuis le pays de la lumière invocatrice. J'adore les noms qu'ils ont trouvés dans le manuel japonais, donc c'est pour ça que je te les restitue. Figure-toi que ce dragon, il tire sa puissance du feu des volcans. Donc je l'ai baptisé, moi, Dragma, la contraction de dragon et magma. Il fait partie de la famille des dragons appelés des Owaro Shigusa, qui étaient les alliés des chevaliers dragons. D'accord. Quand il attaque, Dragma, il lance donc une boule de magma en fusion droit devant lui, au niveau 1. Au niveau 2, il lance 2 boules simultanément. Et au niveau 3, 3 boules. Avec supplément chantilly. Excuse-moi, je sais pas ça. En termes de puissance, de feu et de cadence de tir, il est vraiment middle. Il est ni fort ni faible, ni lent ni rapide. Oui, c'est finalement le compagnon loyal sur lequel on peut s'appuyer, qui fait le taf, mais sans plus. C'est ça. Ensuite, représentant de l'élément de l'air, qui est invoqué depuis le ciel des esprits du vent, il y a l'oiseau du tonnerre, que j'ai nommé Piafoudre. Ça, c'est le familier qui possède l'attaque la plus puissante avec, je cite le manuel, un rayon plasma généré par le réacteur à fusion nucléaire biologique que constitue son corps. Mais quoi? Qui réduit en cendres tout ce qui est à l'écran. Ouais, on a vu que la foudre, c'était quand même assez vénère. Enfin, de toute façon, c'est ce qu'on maîtrise nous-mêmes. Donc. Piafoudre, il a l'attaque la plus puissante. En contrepartie, c'est celui qui a le temps de chargement de sa barre d'attaque le plus long. D'accord. Donc, au niveau 1, une explosion de plasma. Niveau 2, 2 explosions. Niveau 3, 3 explosions. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'un familier qui fait quasiment les mêmes attaques que nous? Est-ce qu'on n'a pas envie de quelque chose d'autre? Troisième compagnon, celui de l'élément de l'eau, qui est invoqué depuis la mer des crocs d'eau. C'est le lézard boomerang, que j'ai donc appelé très logiquement lézarang. Il massacre ses ennemis en projetant ses ailes kératinisées telles des boomerangs. Ah ouais, oh, il est super lui. Alors c'est le familier le moins fort, mais c'est le plus rapide. Et surtout, ces boomerangs, ils peuvent toucher plusieurs adversaires dans le même jet, en les transperçant à l'aller et au retour. Oh, c'est très fort ça. Et ils ont une trajectoire courbe qui est très particulière, surtout qui est souvent ascendante ou descendante, donc qui peut déloger les ennemis qui sont dans les différents coins de l'écran. Oui, moi ça c'est mon main, hein. Franchement, même malgré la faiblesse, l'AOE là, de l'aile et tout, c'est super. Niveau 1, il lance un boomerang. Niveau 2, 2 boomerangs. Niveau 3, 4 boomerangs. Ah non. Non, 3 boomerangs. 3 boomerangs. Oh mince, je me suis trompé. Aïe.
pour finir, 4e compagnon de la bande, représentant de l'élément du feu. D'ailleurs, il est invoqué celui-ci depuis le nuage de flammes. Ah oui, le premier c'était la Terre, c'est ça, celui qui envoie des boules. C'est ça, Oui, d'accord. c'est ça. Donc dans le manuel, il est décrit comme une sphère ardente, mais je suis pas tout à fait d'accord au regard du sprite du jeu, parce que bon, ok, il y a une boule de gaz incandescente, d'ailleurs une paire d'yeux au milieu, on dirait un peu coup de spot, mais pas que. En plus de la boule, il y a 4 petites flammes qui gravitent autour de la boule, comme des satellites. Et donc une boule et 4 flamiches, je l'ai appelé Cariboule. Il se diffère pas mal en fait des autres familiers, puisqu'il est plutôt tourné celui-ci sur la défense que sur l'offensive. Il va servir à tanker les dégâts grâce à sa barre d'attaque, qui est plutôt une barre de défense ou un bouclier si tu veux. Ah, c'est pas mal aussi ça. Et Cariboule, il joue pas que sur la défensive. Si sa barre d'énergie est pleine, il va se projeter vers l'avant, alors que normalement le compagnon est plutôt derrière nous. Et il va donc avoir un effet d'attaque dans ce cadre-là. T'as la bande des 4 qui est au complet. La fière allure quand même, tu trouves pas ? Ah bah, c'est les 4 fantastiques. Mais j'avais 2 questions. Déjà, la première, c'est est-ce qu'on peut les invoquer à la volée, enfin changer à la volée pendant le stage n'importe quand ? Oui. D'accord. Et tu ne peux donc ne pas en avoir du tout aussi. Et ils vont conserver leurs états, en fait, c'est-à-dire leur niveau et l'état de leur barre de vie, même s'ils sont désélectionnés. Autrement dit, on a quelque chose qui se rapproche, je sais pas si ça va te parler d'un petit peu de ce qui se passe quand tu joues au jeu Tortue Ninja. Et le level 1, 2, 3 d'attaque n'est pas partagé non plus, chacun a son niveau d'attaque. Quand tu vois en fait un nouvel item qui te permet de t'améliorer, bah, tu vas là aussi sélectionner peut-être juste celui avant que tu veux améliorer. Que tu veux booster, exactement. D'accord. Super, très original. Je crois que j'ai jamais vu un mécanisme de ce... Enfin, j'ai jamais joué en tout cas un jeu avec un mécanisme de ce genre, notamment un jeu de plateforme. Ça y est, on arrive au premier boss. Le premier boss, c'est 2 boss en un, puisqu'il s'agit de 2 jumeaux assassins, Marsh et Marl. Alors je suis sûr que les scénaristes, ils ont voulu faire un jeu de mots genre marshmallow. Ah, tu crois, ouais. Non, je sais pas, mais ça me paraît tellement énorme. C'est possible, hein. Les Japonais aiment beaucoup ce genre de jeu de mots. Musique de boss, son de guitare électrique et de batterie hyper énervé. Alors eux, ils attaquent en lançant des katanas, plutôt en les disposant dans les airs. Et les katanas, en fait, vont tourner autour d'eux-mêmes et puis après nous viser. Les 2 jumeaux, ils se déplacent qu'en se téléportant et puis après ils retombent dans les airs. Donc au début, on est un peu décontenancé, on sait pas bien où donner de la tête entre les sprites des jumeaux en eux-mêmes et ceux des katanas, mais en fait, ils se téléportent tout le temps au même spot. Et donc il y a une tactique qui consiste à faire en sorte que quand on a repéré un spot, notamment sur la droite où un des 2 frères jumeaux atterrit, on se met de dos à ce spot-là, on invoque Cariboule pour qu'il soit positionné pile poil là. Et là, le jumeau va pile poil dedans. Et là, il va se faire griller sur place, comme un marshmallow. C'est peut-être pour ça qu'ils ont voulu l'appeler comme ça. Ah, j'aime bien qu'il y ait une petite optimisation de chaque familier, là. C'est intéressant, je trouve. Il y a ce côté un peu, Megaman, hein. Trouver le point faible ou le plus adapté à vaincre tel ou tel ennemi. Sauf que tu ne fais pas les stages dans le désordre. Et qu'on a, pour le coup, tous nos pouvoirs dès le départ. Ouais. Stage numéro 2, le marais. Voilà, une vaste marée enveloppée de brume. La musique, elle est plus punchy, plus virevoltante presque. D'ailleurs, tout comme Alysia qui va bondir de plateforme en plateforme. Il y a un petit côté carnaval médiéval, comme pour faire ressentir que là, l'aventure, elle est définitivement lancée. On a un niveau qui est très horizontal. Et là, Dragma, qui tire droit devant lui, il est finalement assez bien adapté pour cette zone-là. Et donc, en termes de faune, là, on a des cultistes donc qui jaillissent des marécages. Et il y a aussi des nénuphars carnivores qui, quand on saute sur le nénuphar, en fait, il y a une énorme mâchoire qui va tenter de se refermer sur nous. Et au tout début du niveau, il y a une astuce assez classique qui consiste, donc le niveau, on va plutôt aller de gauche à droite. Et là, en fait, en allant de suite sur la gauche, on va trouver un bonus qui est une fée d'invincibilité. Classique, tourner en arrière dans les niveaux de plateforme, défilement horizontal, toujours à faire. Petite cascade, hop, on va derrière, grand classique. Tu ne crois pas si bien dire. Soudain, le ciel s'assombrit. On a une forme d'hydre démoniaque qui bondit hors de l'eau. Il fend ensuite l'air avant de replonger dans l'eau à un autre endroit. C'est un mini-boss. Ce sera d'ailleurs le seul et unique mini-boss du jeu. Et pour le vaincre, donc, il faut repérer justement les ondulations à la surface de l'eau qui permettent d'anticiper donc là où l'hydre va apparaître et puis la bourrer de coups dès qu'elle est apparue et qu'elle est à portée. À la mort du mini-boss, on a des fées jumelles qui apparaissent, donc qui vont permettre de faire apparaître une plateforme magique un peu plus loin et permettre à Alysia d'accéder à une plateforme en haut qui va permettre de poursuivre l'exploration des marécages. Un peu plus loin, là cette fois-ci, on a des cultistes qui sont juchés sur des plateformes volantes.
En plus là, des cultistes volants, des cultistes plongeurs qui sortent de l'eau, il y a aussi des nuées de petits monstres sauteurs qui envahissent les marées, enfin voilà. Mais globalement, c'est un niveau qui est pas très difficile, même d'ailleurs peut-être je dirais le plus facile du jeu. Et on arrive au deuxième boss du jeu qui porte le doux nom de Géabel. Variation aussi sur les musiques de boss par rapport au premier, là on est sur une ambiance beaucoup plus spooky, une musique d'épouvante avec des sons assez stridents. Et Géabel, pour te donner une idée de ce à quoi il ressemble, c'est une bête reptilienne qui, alors comme le mini-boss qu'on a eu juste avant, lui surgit de l'eau pour attaquer. Donc on voit les ondulations à la surface avant qu'il apparaisse. D'accord. Et il va nous cracher des bulles roses au visage, des bulles empoisonnées avec son haleine putride. Son point faible, c'est sa bouche, lorsqu'elle est ouverte, parce que sinon il a une peau qui est très épaisse. C'est une armure chitineuse, en fait, qui est très très résistante. Et surtout, quand Géabel attaque, elle reste statique. Et donc, comme pour le premier boss, si on se place judicieusement de manière à invoquer Kariboul pile à l'endroit où il apparaît, en fait, Kariboul va se retrouver en plein dans la hitbox du boss, derrière son armure chitineuse. Et là, Géabel sans protection, il va prendre un maximum de dégâts, un minimum de temps. J'en viens justement au speedrun. Et d'ailleurs, là, c'est l'occasion de saluer l'ami Bafan qui run Alysia Dragoon, figure-toi. Ah. Et, alors je sais plus si elle est utilisée encore, mais il y a une technique qui consistait à utiliser pour ce boss et sur d'autres boss une sorte de clip, en sorte que le bras d'Alysia traverse l'armure du boss. Donc le bras, a priori, n'est pas dans la boîte de collision d'Alysia. Et ça permet en fait d'avoir l'endroit où l'attaque éclair va sortir dans la zone de hitbox du boss, mais derrière son armure. Et là, ça atomise les boss en 2 secondes. Ah oui, subtil, pas mal. J'aime bien. Parce qu'en fait, dans cette configuration-là, c'est comme si le boss, il encaissait les dégâts à chaque frame. Ah ouais, bien sûr. Donc la créature Géabel est morte de décès et le stage est pas tout à fait terminé puisque on a une petite séquence post-boss où Alysia elle poursuit son chemin jusqu'à une énorme machine volante qui est en train de décoller. Alysia monte à bord de l'objet volant non identifié, gageant que ça la conduira jusqu'au repère de Dolga. Jusqu'au fameux palais volant, là, c'est ça, non? Il est dans un palais volant, non? C'est ça qu'il disait tout à l'heure, je crois. Ouais. Est-ce que ça t'a plu cette petite excursion dans le bayou? Ah oui, oui, oui. Bah, en fait, j'aime beaucoup ce genre d'environnement dans les jeux de plateforme. C'est-à-dire, dans les jeux de plateforme, il y a des environnements que j'aime bien retrouver. Il y en a que je déteste. Le niveau des égouts, je supporte pas. Mais le niveau du bayou, là, le niveau du marais, ça j'aime bien parce qu'il y a tout ces références un peu mythiques, un peu légende aussi. Souvent, il y a des créatures un peu bizarres. J'aime bien voir comment chaque jeu s'empare en fait de cet environnement-là très particulier. Et notamment, ça me fait penser à Donkey Kong Country 2. Il y a des niveaux dans le bayou comme ça et qui sont parmi les plus ceux qui m'ont le plus marqué peut-être du jeu, je pense. Mais tant mieux. Mais vraiment, il y a un effort qui a été mis sur les mises en situation, vraiment qui a cassé un câble, je trouve. Eh bien, c'est complètement en lien avec ce qui se passe en tout début de stage 3, avec là aussi une petite cinématique très très bien pensée, puisqu'on va avoir la caméra qui va balayer le niveau de haut en bas, l'ensemble du niveau de haut en bas, et nous révéler donc à quoi il ressemble. Ah, j'adore ça. Ce qui nous attend en partant de la fin jusqu'au début. Et on va voir, donc c'est un niveau d'ascension, et le niveau c'est vraiment le dirigeable. Mais un dirigeable un peu spécial, puisqu'il s'agit d'une gigantesque créature flottante, qui ressemble à un Nomu, tu sais, dans Nausicaa, de la vallée du vent. Oui. Et j'aime le jeu, mais c'est tout ce que j'aime en fait. C'est les dirigeables, les trucs, tout, j'adore tout. Donc là, on a une créature baudruchienne à laquelle est arrimée une nacelle très haute technologie cette fois-ci, armée de canons. Et Alysia donc va devoir faire l'ascension de ce zeppelin biotechnologique pour se hisser jusqu'à la tête de la créature, qui a un nom, Zabarin. D'accord. Comme il s'agit d'un niveau vertical, ton ami Lézarang est le compagnon idéal. Ah bah oui, niveau forcément. Il va pouvoir déquiller les ennemis qui sont perchés en hauteur. Et Piafoudre aussi fait bien le taf, si on joue cette fois-ci en temporisant un peu plus. Durant la grimpette, là, Alysia elle va être confrontée d'abord à un feu nourri de tirs de tourelle. Il y a aussi des androïdes suicidaires qui cherchent à se faire exploser à son contact. Ça enchaîne avec une phase de cultistes, là où encore juchés sur leur plateforme volante. Donc là, il faut les éliminer pour sauter sur leur plateforme et progresser dans le niveau. Et donc, c'est un niveau qui est pas évident du tout. Encore une fois, la musique de Mécano, elle est au diapason. Un style métal bien explosif. Et c'est juste parfait. Je trouve ça intéressant parce qu'on a eu un stage tout en descente.
On a eu un stage horizontal, là on a un stage en verticalité ascensionnelle. C'est intéressant ce travail-là. On arrive au sommet et là, on doit faire face au boss, Bien sûr. qui n'est pas Zabarin. Plutôt qui n'est pas que lui. Parce que figure-toi que 3 parasites neuraux appelés les Gadimbil ont infesté son cerveau et en ont pris le contrôle. D'accord, on va devoir libérer cette pauvre bête. Ouais. Et donc, ces 3 chenapans, en fait, ils se planquent à des endroits qui sont difficiles à atteindre et en plus, ils sortent que périodiquement de leur cachette. C'est ta Et comme top, c'est- quoi. Excellente image, mais c'est totalement ça. Et comme c'était pas assez compliqué, il y a en plus des espèces de plantes bleu foncé qui libèrent des projectiles en forme de globe oculaire avec lesquels il faut composer. Et là, les harangues, c'est vraiment le compagnon parfait pour déloger les Gadimbil de leur territoire. Donc Alysia, grâce à les harangues, parvient à les éliminer, mais malheureusement, les parasites, en mourant, détruisent la cervelle de Zabarin. Oh. Et le zeppelin, trépané, se crache sur des montagnes rocheuses. Vraiment une recherche sur à la fois la construction du niveau, quoi, le level design, et puis en même temps sur aussi la narration, quoi. C'est-à-dire le boss, c'est pas juste un boss, quoi. Ça devient un personnage à part entière, qui a une histoire, qui est introduit dès la fin du niveau précédent, qui est présenté pleinement à la cinématique d'introduction du stage. C'est pas très long, mais c'est parfait. Ouais, c'est chouette. On attaque le stage 4 ? Ah oui. C'est une région montagneuse avec des pentes rocheuses très très abruptes. J'ai jamais vu ça dans un jeu de plateforme. En fait, t'as vraiment des pentes qui font plus de 45 degrés. Et t'es là, tu montes là-dessus. Une nouvelle fois, tu vois toute la suite dans les idées qu'a le jeu, puisque cette chaîne de montagnes correspond à celle qu'on a vue au loin au tout début du jeu. Ah, ça c'est cool. Il y a quand même de l'écho, il y a du foreshadowing, il y a un truc quand même. On voit que ça a été bien pensé. Une espèce de narration un peu environnementale. J'aime bien ça. Alors qu'on est dans un jeu de dé c'est étonnant. Et qu'on est en 1992. Nouvelle ascension donc, avec une musique épique. Alors là, ça m'a fait penser à Landstalker. Je sais pas si tu vois ce type de musique. Oui, ok, d'accord. Et là, on a le choix entre plusieurs sentiers. Tous les sentiers mènent au sommet. Libre à toi de choisir la route qui te plaît le plus. Faut faire gaffe parce qu'il y a des rochers qui dévalent, ça c'est assez classique, les pentes. Il y a des créatures alors qui surgissent du sol, c'est la première fois qu'on les voit. Tu parlais de Dom Top tout à l'heure, on les a. Et évidemment, il y a des créatures volantes qui fondent sur nous. Mais au final, cette séquence de Varap, elle s'avère moins dure qu'elle en a l'air. D'autant que, voilà, si tu utilises correctement Cariboule pour te protéger ou Piafoudre pour nettoyer l'écran, bah, finalement, ça se passe assez bien. Au sommet, à ton avis, qui nous attend de pied ferme ? Est-ce que c'est le gourou? Il est là? Non, il est dans son palais, le gourou. Non, ça va pas être le gourou. Un énorme piaf, non? Un énorme aigle avec dans un nid ou un truc comme ça. Ouais, on approche de ça. Mais en fait, c'est Ridley. Ah, d'accord. Je t'assure, alors dans le lore du jeu, il s'appelle Yardid, mais là, je vais l'appeler Ridley parce que c'est un gigantesque ptérosaure. Ah ouais, d'accord. Donc c'est vraiment littéralement Ridley, quoi. Ok. Ah ouais. Alors un ptérosaure cyborg même. Et vraiment là, ça c'est de loin le boss qui a le schéma d'attaque le plus complexe du jeu. Alors, il a une pléthore d'attaques différentes. Il a des attaques traversantes de gauche à droite et vice versa. Des attaques plongeantes où ils font un piqué sur Alysia, donc avec ses griffes acérées. Alors aussi, c'est assez marrant, il a une espèce de cri strident horrible, ça ressemble à une sorte de croissement infernal, mais c'est très perturbant la première fois que tu as affaire à ça. Là aussi des attaques à projectiles, il crache des jets de flammes, il a des grosses boules de feu après qui se fragmentent en plus petites. Il bouge tout le temps, il est ultra rapide, c'est un enfer. Ok. Son point faible, c'est sa tête. Non sans mal, on arrive à en venir à bout. La tête de Ridley explose. Avec ce boss, on a encore eu affaire à un dragon dans Alysia Dragoon. Alysia Dragoon, c'est pas le seul jeu vidéo avec des dragons. Alors je te propose un nouveau petit jeu que j'ai intitulé Piffe un dragon. Alors non pas à la relever, mais dans ton JV. Donc, je suis prêt à piffer les dragons là. Donc il s'agit tout simplement de deviner le nom de dragon dans un jeu vidéo. D'accord, ok. Ah j'espère. Alors, ok, on va essayer. Donc t'es prêt à piffer les dragons dans tes JV ? Allez, je vais piffer le dragon là. J'ai mon quart de cercle qui est prêt. Je vais piffer là. Donc premier dragon, donc, facile pour commencer. Dragon anthropomorphique de couleur violette avec une crête et des cornes jaunes. C'est Spyro. Spyro le dragon. Dragon suivant. Dénommé roi ou seigneur des dragons, tantôt ennemi, tantôt allié,
Je suis un personnage récurrent d'une célèbre série de JRPG. Tantôt ami, tantôt ennemi. Ah, est-ce que ce serait Bahamut? Bahamut, de la série des Final Fantasy. Ouais. Bravo. Suivant. Donc là, c'est un dragon qui a mal tourné. Autrefois connu sous le nom de Neltarion, le garde-terre, je fus l'un des 5 dragons que le Panthéon avait doté du pouvoir d'immortalité. J'ai trahi mes confrères dragons en changeant l'âme des dragons en l'âme du démon, ce qui créa un cataclysme qui ravagea le monde d'Azeroth. Je suis. Oh, ah oui, Azeroth, ça c'est le lore de Warcraft, ça. J'ai pas trop. Moi, je me suis arrêté à Warcraft 2, en fait. Donc ça doit être le lore étendu de WoW et tout. J'aurais pas. Non, j'aurais pas, je pense. C'est Deathwing ou Aile de mort. Dragon suivant. Jeune dragon blanc, je possède 4 ailes diagonales ornées de plumes aux nuances prismatiques de bleu et de vert qui s'étendent du milieu de mon dos jusqu'à la base de ma queue. Orphelin, je suis lié d'amitié avec un groupe de jeunes aventuriers. Je les transporte sur mon dos à travers le monde. Pour m'alpeler, ils utilisent un tambour. Ah, comment il s'appelle? C'est le dragon dans Seiken Densetsu 3, non? Le 2, enfin, oui, il est dans les deux, mais oui, il est dans le 2 et dans le 3. Ah, comment il s'appelle? C'est Nami, non? Flammy, bien sûr, Flammy. Mais oui, trop chouette. Alors, dernier, pas évident. Monstre deutéragoniste, donc pas tout à fait un dragon. Des héros de lumière. Comme annoncé dans la prophétie, je suis une porteuse de hache et ai le rôle de bouclier vivant du groupe. Je préfère résoudre les conflits par la violence. Je suis. Porteuse de hache? Attends, quoi? Donc c'est un dragon qui manie des haches? Bouclier vivant du groupe. Oh non, j'ai pas là, ça me revient pas. Suzy de Deltarune. Oh oui, d'accord. Ouais, bah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Je l'ai totalement, oui. Ouais, chouette jeu d'ailleurs, Deltarune. On revient à Alisia Dragoon avec une nouvelle petite séquence post-boss après la mort de Ridley. En réalité, on n'était pas tout à fait au sommet de la montagne. Et on poursuit l'ascension sur quelques encablures et on arrive à l'entrée d'une grotte qui sera le stage numéro 5. C'est même des grottes jumelles, puisqu'en fait, le 5e stage va comprendre 2 zones qui sont 2 grottes jumelles. Ce sont des grottes jumelles. Et sous le signe des cristaux. La première grotte, c'est la grotte de la source. C'est une grotte calcaire partiellement inondée avec plein de rivières et de cascades souterraines. Okay. C'est encore au niveau de grimpette, donc là on est en mode spéléo, mais il y a quand même pas mal de galeries horizontales, donc c'est un peu les deux, autant verticales qu'horizontales. C'est rempli de chauves-souris, il y a des stalactites aussi qui évidemment sont très instables, et on retrouve les hommes top. Plus tricky, et là la gestion des dégâts est clé. Il y a des petits monstres verts immobiles, mais qui sont immortels, qui se rétractent quand on les touche, puis après quelques secondes, ils vont se régénérer. Et encore plus redoutable, alors ça c'est vraiment la première fois qu'on rencontre ces monstres-là, justement on s'acharne à les détruire, et c'est pas forcément le bon plan, il faut vraiment plutôt gérer le fait de prendre des dégâts de façon volontaire. C'est des monstres rocailleux, on va dire, qui se fragmentent en 4 rochers tournant autour d'eux-mêmes. Et lorsqu'ils meurent, ils émettent en plus des éclats qui nous targetent. C'est l'horreur. La musique est calme, mystérieuse, avec plein d'effets d'écho. C'est très chouette, très raccord avec cette phase-là. Qui dit grotte et qui dit cascade dans un jeu vidéo, dit évidemment... trésor derrière la cascade. Voilà. Plein de passages secrets, derrière des murs destructibles, derrière des cascades. Là encore, il y a des passages secrets enchâssés dans d'autres passages secrets. La progression, donc, elle n'est pas forcément facile pour s'extirper et puis passer dans la 2e grotte, qui est une grotte volcanique avec de la lave en fusion à gogo. Et il y a aussi des vapeurs nocives qui émanent des roches et qu'il faut éviter. Donc là, c'est vraiment 2 grottes, 2 ambiances par rapport à la précédente. Ah bah oui. Ça se ressent au travers de la musique, beaucoup plus hostile, alarmante que celle de la grotte de la source. Il y a un truc comme ça dans Metroid aussi, les caves du Magmour en bas, il y a des musiques un peu percussives comme ça me fait penser à ça. Donc là, pas beaucoup de place, mais évidemment, comme il n'y a pas beaucoup de place, il y a des cultistes géants qui pop à foison. Certains balancent des blocs de pierre, d'autres balancent des vagues d'énergie. C'est une séquence qui est en fait pas mal stressante, pas évidente à négocier. Et également le boss sur lequel on arrive, le boss très sobrement appelé War Machine, donc la machine de guerre. C'est un véhicule blindé, imposant, qui attaque avec plein d'armes différentes. Il y a des rayons laser multidirectionnels, des tirs de mortier. Il y a même ces gaz d'échappement qui sont dangereux. Là, c'est Mad Max, quoi. Totalement.
Au niveau du décorum, on note que l'arrière-plan est plongé dans une obscurité très 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 profonde, comme s'il s'agissait en fait d'une immense cavité derrière. Là, on a cette sensation en fait de se trouver dans une énorme zone. Et on a des taches de lumière au loin qui sont un petit peu comme posées sur cette toile noire. J'en dis pas plus, je reviendrai après le combat. Après quelques allers-retours de War Machine, on découvre que son point faible, c'est un amas de câbles qui est situé sur le dessus du véhicule à l'arrière. Et ça ressemble en fait un peu à un cerveau. Il est assez lent ce boss, donc en fait, quelque part, il est plus facile à gérer que Ridley au niveau précédent. Quelques coups de foudre plus tard, War Machine explose. À l'arrière-plan, les lumières s'intensifient, révélant sous nos yeux ébobis l'étoile d'argent, le méga vaisseau par lequel le mal est arrivé. Elle était là. Ah, j'adore. La révélation, là. Incroyable. Et donc, le prochain stage va consister à s'infiltrer dans ce vaisseau. Ok. Début du stage 6, avec l'exploration de l'étoile d'argent. On se rapproche de plus en plus du repère de Dolga. Bien sûr. Et là, génial aussi, je trouve. Pas forcément très agréable à jouer, mais le stage est entièrement incliné à 45 degrés. C'est l'angle d'inclinaison avec lequel l'étoile d'argent s'est crachée sur Terre, et donc elle est restée plantée comme ça depuis une décennie. D'accord, mais attends, est-ce que toi, ton perso... Personnage est à la verticale, le sol et le plafond sont à 45 degrés. À peu près, mais très penchés. C'est marrant ça, d'accord. Là, c'est vraiment la narration qui a pris le dessus parce qu'à jouer, c'est un enfer. Puisque donc, évidemment, l'intérieur, voilà, c'est rempli de technologie électronique. Il y a un petit côté Eldritch aussi, là, dans le... Totalement. Alicia, elle pénètre dans le vaisseau par le pont supérieur. Elle va petit à petit plonger dans ses entrailles en effectuant une descente qui est assez périlleuse à travers des brèches qui permettent de passer d'une salle à l'autre et de descendre petit à petit. Niveau musique, il y a vraiment une vibe très atmosphérique. Il y a un groove assez lent, un peu mystérieux. Il y a des cloches tubulaires qui sont en stéréo. Et on pourrait presque croire que c'est chill en fait. Mais bon, l'étoile d'argent en fait, elle s'est réactivée. Ses systèmes de défense aussi. À l'intérieur du vaisseau, donc on doit faire face à des mini-chars, des mines explosives, des robots qui sont équipés de lasers. Et l'inclinaison du sol, elle complique énormément les choses, puisqu'en fait, on a du mal à détecter où est-ce que sont les ennemis et à esquiver leurs projectiles avec tout ce décorum en fait qui est de biais. Deuxième partie du vaisseau, donc là on va passer plutôt sur la partie pont inférieur. Comme un peu pour les grottes jumelles, en fait, on a un changement d'ambiance qui s'opère, au travers aussi donc de la lumière, mais aussi de la musique. Là, la musique, elle devient beaucoup plus inquiétante, très mécanique, très métallique. Avec là, c'est plutôt des percus qui sont en stéréo. Et en plus, il y a une espèce de crescendo bien angoissant qui monte petit à petit. Donc là, il y a plus de robots, plus de chars, plus d'entités finalement mécaniques dans cette partie-là. Là, c'est plutôt des entités biologiques, des espèces de bulles bleues monstrueuses, et puis des zombies qui nous canardent. Ça, j'ai complètement oublié de le préciser, mais en fait, c'est un niveau qui est complètement labyrinthique. Ah oui. Et le truc, c'est que quand on revient sur nos pas, eh bien, les ennemis sont là de nouveau. Ah, ça, c'est pénible. Ça, c'est très pénible. Bon, je te passe le parcours du dédale. À la sortie, on accède à un ascenseur, et une fois dedans, l'ascenseur va se mettre à descendre, mais alors à toute berzingue et en diagonale. Eh oui. Cet ascenseur va être le théâtre de l'affrontement avec le boss du vaisseau, enfin le boss du niveau. Je dirais être un technomage. Pourquoi je dis technomage ? Parce qu'en fait, il est capable d'invoquer simultanément 2 fusils d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Tu sais, les fameux FAMAS. Oui. Donc, il invoque 2 FAMAS qui tournent dans les airs et qui tirent dans toutes les directions. Pour le vaincre, il n'y avait même pas d'autre choix que d'apprendre par cœur ses patterns. Faire une espèce de chorégraphie, le toucher au bon moment et esquiver ses attaques. Sinon, on meurt à coup sûr. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, si on arrive à garder le rythme dans cette espèce de danse, on se rend compte qu'on peut synchroniser le timing de l'attaque de Piafoudre avec l'apparition des FAMAS. Et ce qui fait qu'il détruit les fusils avant qu'ils puissent tirer. Ouais, il y a un truc un peu chorégraphique, quoi. Tout à fait. Une fois le technomage vaincu, Alicia poursuit la descente. Elle arrive à une rampe de lancement avec une plateforme volante. Elle monte dessus et c'est le décollage. Et fin du stage. Ça va ? Ouais, super. Là aussi, on a droit à une belle cinématique en guise d'introduction du prochain stage. On a Alicia dans les airs, juchée sur sa plateforme. Elle est de dos. Elle aperçoit au loin une île flottante avec un château dessus. C'est le palais du gourou. C'est ça. Et c'est aussi totalement Laputa, hein, dans les voyages de Gulliver, enfin dans les châteaux dans le ciel. Ça m'a aussi fait penser évidemment au royaume de Zil dans Chrono Trigger. Oui, bien sûr.
Comme tu l'as dit, ce château dans le ciel, ce château céleste, c'est bien évidemment le repère de Dolga. Et là, vraiment, il est temps d'en finir avant qu'il soit trop tard. D'abord parce que ce podcast a trop duré, mais puis aussi parce que l'œuf de Barardal n'a pas encore éclos. Eh oui, il est sur le point de... Mais ça risque de pas tarder. Donc là, la première partie du château, elle est médiévale. On se croirait vraiment dans un château du comte Dracula. La musique aussi, elle est dans un terme draculesque. Il y a des slimes verts qui crachent leur glavio ou d'autres slimes qui se scindent pour engendrer d'autres slimes. Ah ouais. Tout ça, c'est vraiment dans des sacs à PV. Et là, si on n'a pas la puissance d'attaque max, c'est compliqué. C'est très long. Un peu dans du Castlevania, quoi. Tout à fait. On retrouve toute la gamme de cultistes de la secte de Barardal. Ceux qui balancent des boules de feu, ceux qui ont des lances télescopiques, etc., etc. Un truc au début que j'avais pas capté, c'est qu'en fait, il y a certaines fois, on trouve bloqué, en tirant au plafond, sur certains blocs, ces blocs, ils vont se détacher, se descendre et en fait s'aligner et former des escaliers. Ah, d'accord. Voilà, petite mécanique magique de progression qu'il faut deviner. Au fur et à mesure qu'on grimpe dans les étages du château, le décorum, il devient en fait de moins en moins moyenâgeux et il devient de plus en plus futuriste. Et j'ai l'impression que c'est souvent un peu le cas, quoi. Il y a souvent ce contraste entre les deux, ouais. On arrive, bon an mal an, au boss du palais, qui est un magicien, ou plutôt un illusionniste, parce que lui, il va apparaître et disparaître sans arrêt, et il va invoquer plusieurs illusions fantomatiques pour nous embrouiller. D'accord, ah oui, classique. Et là aussi, comme le technomage avant, le combat va vraiment s'apparenter à un ballet. Ouais, moi, ça me fait penser, quand tu me dis plateforme avec une chorégraphie des boss, tout de suite, c'est Hollow Knight pour moi. Il y a vraiment cet aspect de il faut littéralement danser autour du boss et attendre le bon moment pour taper, pour envoyer le coup au moment précis où s'il y a une ouverture. Le numéro de magie touche à sa fin. Le boss est vaincu. Là aussi, on tire sur les blocs au plafond pour faire apparaître un escalier magique. Et à l'étage supérieur, alors là, c'est la fête. Il y a plein de potions pour se requinquer, voire ressusciter même un familier. Par contre, c'est le dernier ravitaillement avant la fin. Ça sent l'antichambre du boss final, ça. Donc là, dans les ultimes hauteurs du château, c'est un level design qui est complètement psychédélique. Alysia doit utiliser des plateformes qui sont mouvantes ou flottantes, qui sont en forme de pyramide inversée. Évidemment, pour pimenter le tout, il y a des drones qui nous attaquent de toutes parts. Sinon, ce ne serait pas assez suffisamment drôle. C'est ça. Après quelques acrobaties de haute voltige, Alysia arrive enfin à la dernière partie du château, le sanctuaire, qui est aussi dernier chapitre du jeu. Tintintin. À peine entré dans le sanctuaire que Dolga fait son apparition sur une musique, tu l'as presque faite, d'orgue castelvaniesque. C'est vraiment totalement ça. Et Nyark, tu m'as retrouvé. Et un peu plus loin, juste derrière lui, on aperçoit évidemment le cocon de Barardal, qui est sur une sorte d'hôtel high-tech, mais il a toujours pas éclos. Pourquoi j'ai la sensation qu'il va éclore dans très peu de temps? Je ne sais pas. Le chef de culte, évidemment, il a préparé son petit discours pour fêter les retrouvailles avec Alysia. Et donc, ça donne « Ça alors, Alysia dans mon palais céleste? Que de courage il t'a fallu pour venir jusqu'ici. Hélas, tu arrives trop tard. Notre chef suprême est sur le point de sortir de son long sommeil. Il va ressusciter dans ce nouveau monde. » Et alors là, il y a des plaques métalliques, en or même, qui s'érigent autour du cocon de Barardal. C'est la phase finale du rituel de l'éveil du dieu maléfique. Ah là là, on arrive pile en retard. Et ce sadique Dolgar ajoute « Ton cadavre maculé de sang, je l'offrirai en sacrifice à mon dieu. » Insupportable. C'est le genre de perso qui peut se faire tuer instantanément par le dieu qui vient de réveiller. Alors, attention, non. Trêve de bavardage, le combat contre Dolga s'engage, on a une revanche à prendre. Plus qu'un combat, c'est vraiment un nouveau balai qui s'engage. Comme on l'a vu au tout début du jeu, sa principale attaque, c'est l'invocation d'un serpent, d'une hydre d'énergie pure. Et le gourou va aussi envoyer des espèces de vagues électriques au sol qui vont balayer le sol et qu'il faut éviter. Alysia, évidemment, s'est aguerrie. Elle est désormais capable d'esquiver les vagues d'attaque et les hydres électriques à tête chercheuse. Toute compagnie de familiers, quel qu'il soit, est la bienvenue, même si on va se focus vraiment principalement sur Alysia et limiter le nombre de dégâts qu'elle va prendre. Le combat est assez âpre, le Dolga il a vraiment la peau dure.
À force de patience et de jolis pas de danse, donc on finit par terrasser enfin le grand gourou de Barardal. Et c'est la fin. Ah, alors là, je ne suis pas né de la dernière pluie. Mince. Je ne peux y croire. Impossible avec l'œuf qui est derrière là. Alors là, Mais comment t'as pu deviner? C'est pas possible ça. ça c'est une longue expérience. Ouais. Et oui. Donc le combat contre Dolga a laissé suffisamment de temps pour que bien sûr. Barardal puisse s'extirper de son cocon. Là, le climax atteint son summum, son pandémonium même. Et alors là, il y a l'orchestre qui est en place pour jouer une finale dantesque, ça y va. C'est la dernière danse, la danse du diable. Vraiment, c'est la danse avec le diable incarné. Pour te faire une description, Barardal, c'est vraiment un amas de chair et d'organes sanguinolents avec des ailes pour batifoler et nous foncer dessus. Il pousse une espèce, je sais pas pourquoi je l'ai noté comme ça, mais une espèce de cri de perroquet des enfers. C'est horrible. Il a des cornes sur la tête, desquelles s'échappent des longs vers bien hideux, bien dégueux. Oh. Il a aussi des tripes qui pendouillent, notamment des sortes de tubes digestifs ou d'intestins là qui sont à l'air libre, avec lesquels il va nous cardarder avec des sortes de fléchettes rouges, probablement là qui sont imprégnées par son sang. Il a aussi un beau bras. Ça n'a pas été censuré en Occident, ça. Les tripes et tout à l'air. Là. C'est très japonais comme truc. Mais des fois, il y a des sprites comme ça qui ont été censurés en Occident. Mais à creuser peut-être au niveau de la couleur des projectiles, je sais pas. Ok. Donc le bras, par contre, parfaitement sain, enfin en tout cas qui a une tête à peu près normale, et qui permet de lancer des sorts, des boules de feu, des arcs électriques. Et donc chaque partie de son corps, comme je te l'ai décrit, elle est dotée de sa propre attaque. Donc ça va être une valse à plusieurs temps, à 4 temps, et à chaque temps, on va dégommer une partie de son corps, ce qui va priver Barardal d'une de ses attaques, mais aussi va bien le vénère. Certes, il a des attaques en moins, mais en même temps, il est plus rapide, un comportement plus erratique aussi. Et Alysia, elle met toute son énergie dans la bataille, et dans un dernier effort, elle finit par foudroyer le dieu enragé. Ah, super. Donc on a Barardal qui succombe à un coup de foudre. Bien joué, Alysia. Barardal est détruit, le château dans le ciel s'auto-détruit, l'édifice s'effondre, et surtout il chute, car il ne lévite plus. Mais on est dedans, là. Alysia est dedans, et en plus elle a perdu connaissance. Elle est épuisée, elle a laissé toutes ses forces dans ce combat féroce, et elle chute, mais sans parachute. Ouais, c'est mal parti cette histoire. Mais heureusement, évidemment, ses compagnons viennent à la rescousse. Et quand les quatre fantastiques. Totalement, il s'allie dans un... et trop fort. Forme une boule d'énergie autour d'elle. Et quand elle retrouve ses esprits, Alysia se retrouve à dos de dragon, sur le dos de Dragma, et elle rentre au bercail en survolant les différentes régions qu'elle a traversées durant son périple. Durant sa chevauchée, les crédits du jeu défilent, et de retour au village, donc retour du village du début, elle est célébrée par la foule en délire, qui jette des pétales de fleurs, c'est incroyable. Écran de fin, avec une superbe illustration d'Alysia en train d'invoquer le sort de foudre. Waouh. Et là, c'est l'heure du jugement. Puisque le jeu va nous attribuer un rang avec 2 classements possibles en fonction de la façon dont on a utilisé nos 2 habiletés. Quoi ? Selon si on a davantage utilisé la magie de foudre ou si on a privilégié le recours à nos amis les bêtes. Donc on va avoir un classement soit en tant que magicienne, là c'est assez rigolo, j'ai noté le rang minimum c'est bactérie magique et le plus haut c'est Efrite. Moi je suis parvenu à avoir Thunder Unicorn, j'étais assez fier de moi. Et sinon on est classé en tant que Beastmaster, donc maîtresse des bêtes. D'accord, ok. Ah ouais. Et donc là, pareil, j'ai noté en low tier, on est micro bee master, maîtresse des micro-abeilles, et en top tier, on est maîtresse du phénix. Mais donc on ne peut pas être les deux, on est soit l'un soit l'autre, on n'a pas de classement sur les 2 éléments, quoi. On a 2 classements possibles, mais c'est soit l'un soit l'autre. Et voilà, Alysia Dragoon, c'est fini, enfin. Le jeu est terminé. Alors, trop bien. Qu'est-ce que tu as pensé d'Alysia Dragoon ? Est-ce que ce racontage t'a donné envie d'y jouer ? Oui, énormément. Tout a l'air vraiment super chouette. Le gameplay a l'air original, a l'air intéressant. Toutes les zones qu'on traverse là, tout m'a donné très envie de le découvrir. Alors, il y a peut-être une chose qui me freine
un petit peu, c'est effectivement, comme tu le disais, le côté énormément d'ennemis qui débarquent, côté un peu shmup peut-être. Bon, ça peut me rebuter un petit peu, mais tout le parcours là est tellement bien construit, je trouve. En fait, je trouve qu'il y a une espèce d'originalité dans pourtant un parcours qui est un parcours assez archétypal finalement, puisque c'est parcours classique du héros ou de l'héroïne qui cherche à accomplir sa quête, à venger son père, à sauver le monde et tout ça, et donc il va passer par différents stades d'évolution. Mais je trouve que, tel que tu l'as raconté, en tout cas, il y a un esprit particulier, un petit truc qui me donne très 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 envie d'y jouer, d'incarner Alysia, en fait. Je trouve je sais pas, il y a une incarnation forte, en fait, qui... C'est pas une héroïne lambda, quoi. C'est le chevalier anonyme, tu vois, que tu pourrais remplacer par n'importe quel autre. Je trouve qu'elle a une présence qui est très forte, quoi, qui est riche, qui est puissante, qui est super découverte. Ouais. Ben, c'est marrant parce que tu vois, j'ai été frappé par les mêmes éléments que toi. C'est un jeu qui marque par son originalité vraiment, son côté hybride aussi. Peut-être d'ailleurs mais à l'époque, justement, peut-être qu'il était même trop original, je pense, dans sa proposition, parce qu'en fait, il ne ressemble à aucun autre jeu. L'héroïne, moi, je trouve qu'elle a un style et qu'elle a un flow unique. Ah ouais, mais c'est ça, il y a un peu de Nausicaa, de la vallée du vent, il y a un peu des héroïnes de Grandia, il y a, voilà, c'est un mix comme ça entre plein de représentations, tu vois, féminines très fortes, très, très originales. Je trouve qu'il y a, ouais, c'est un très bon équilibre, très bien dosé et touchant, quoi, tu vois, dont l'histoire est émouvante et en même temps qui donne envie de l'accompagner dans son périple. Non, vraiment super personnage, hein. Super personnage, très belle découverte. Ben merci en tout cas d'être prêté au jeu. Pardon, merci infiniment, merci à toi Bigot, c'était vraiment une super expérience encore une fois, et je suis très très content que ce podcast fonctionne à ce point et soit si passionnant, quoi. J'espère que évidemment vous qui écoutez ce podcast, qui soit connaissiez évidemment Alysia Dragoon, soit qui l'avez découvert en même temps que moi, avez pris le même plaisir en tout cas que celui que j'ai pu prendre à découvrir cette histoire. Oui, effectivement. En tout cas, merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Et puis, régalez-vous bien. Et puis, ciao et merci encore, Oxydo. Merci à toi, Bigot. Allez, bye. À la prochaine. Donc évidemment, comme d'habitude, le teasologue pour vous présenter de manière un petit peu secrète le prochain épisode. Depuis 4 épisodes, justement, nous jouons les troubadours, nous racontons et écoutons des fresques ludiques, piqués à cœur par l'épique. Profitons de ces récits, abreuvons-nous, régalons-nous totalement, reprenons des forces, au cas où les soucis seraient à venir avant que les conflits ne déferlent. Mangeons de ce bon pain-là, car on avance guère quand on est guère épais. Alors tant que faire se peut, ne limitons pas nos efforts, et à bientôt pour une nouvelle percée colorée, ou orange, ou bleu, ou verte, ou jaune, sous la lune, les étoiles et les comètes.